Bienvenue sur le podcast du Monday Meeting. Mais qu'est-ce que le Monday Meeting ? C'est la rencontre d'amis entrepreneurs réunis autour d'une table ronde afin de discuter en toute simplicité de leur parcours dans l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, nous sommes très heureux d'accueillir une invitée. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu d'invité et je sais que ça vous a manqué, chers auditeurs. Et aujourd'hui, on reçoit Jessica. Bienvenue, Jessica. Merci. Jessica, j'aimerais te présenter avec quelques mots, mais je ne sais rien de toi à part Montréal. Mais on va avoir le temps d'avoir une discussion pour que je découvre complètement qui tu es. Et pour faire cette discussion, bien sûr, je suis toujours en compagnie de mes deux fidèles comparses et associés. J'ai nommé Félix. Yes, salut à tous. Et j'ai nommé Serge. Yo. Donc tu commences par un mensonge parce que tu m'as dit que tu savais aussi qu'il y avait Beaumont-sur-Oise. Oui, mais je voulais pas donner trop d'infos non plus. Ah, tu vois, tu commences déjà. J'assure, la vérité. J'assure la vie privée de notre invité. Les gens ils disent, elle avait dit Beaumont, ils essayent de faire une triangulation, ils la retrouvent et tout. Tenez, on a une époque de stalker. Non, mais voilà. C'est une star, tout le monde la connaît. Ok. Voilà. Comment vous allez ? Ça va. Impec. Si on dit ça va pas là, vraiment, c'est pas normal. C'est pas cool. C'est pas correct. C'est pas cool. Faut respecter les gens, quoi. Ces deux messieurs reviennent de vacances. Eh oui. Oh, tu sais, ça c'est des grands mots, ça. Ouais, un petit séjour. Pas grand chose. 3 fois rien. Ouais, vous êtes toujours sur un podcast sur l'entrepreneuriat. Il y a des gens qui prennent des vacances dans l'entrepreneuriat. C'est plus ce que c'était. Hein, depuis les années ça a 40. bien changé. Hein. Ah, ça a bien changé. Le football, il a changé. Dieu bénisse. Ouais. Écoute, Jessica, sois la bienvenue. Comme je disais, là, on parle d'entrepreneuriat, mais nous, on a défini l'entrepreneuriat au sens des gens qui entreprennent, des gens qui font des choses. Et ce qui nous intéresse, c'est le parcours de ces gens-là, qui ils sont, et voilà. Donc on va voir cette discussion. Je sais pas du tout où elle va. T'as vu notre préparation, elle est chaotique. Ouais. Mais non, inexistante. C'est pas la même chose. C'est vrai. C'est pas la même chose. C'est vrai. Elle est inexistante et écoute, nous on se dit que c'est ce qui fait le charme de notre... Ça fonctionne. Ouais. Surtout que Jess, elle est arrivée, juste avant qu'on démarre, elle a dit il n'y a pas de brief. J'ai dit non et je me suis rendu compte que vraiment pour le coup, je lui ai absolument rien dit. Merci de ta confiance. Ouais, merci beaucoup. Jessica, on a une première question, ça elle est préparée, hein, écoute, elle est là depuis le début. Qui tu es, Jessica ? Donc je suis Jessica Alunaya, nom d'artiste, artiste en art visuel. Donc je fais de la peinture, de la photo, des films. Je viens de France et j'habite au Canada. Super. Voilà. Super. Bon voilà, ça a aiguisé ma curiosité. Ça, il est réveillé. Voilà, c'est bon. Et ben on va pouvoir cheminer là-dessus. Artiste en art visuel. Ok. Où est-ce que ça commence cette histoire ? Ça commence toute petite. J'ai toujours peint, dessiné, créé des choses, essayé de faire des sculptures, enfin fait des choses avec mes mains. Et c'est seulement à 20 ans que je me lance dedans en mode ok, je vais essayer de faire ça comme travail en fait. Mm-hmm. Et je commence avec de la peinture sur vêtements. Ok. Et de fil en aiguille, je me mets à la photo. Parce que comme ça fonctionnait, fallait que je fasse des photos pour avoir un site internet, des choses comme ça. Donc là, je me mets à la photo. Là, je trouve ça très cool. Donc je commence à faire des photos pour des événements et tout. Puis là, sur mon appareil photo, il y a le mode vidéo. Donc je teste. Donc là, je fais des vidéos. Et je trouve ça très cool. Donc je commence à faire des vidéoclips et tout, jusqu'à mon premier documentaire et à commencer à faire des films. Ça déchire. Top. Tu grandis dans une famille dans laquelle il y a une sensibilité artistique ou pas spécialement ? Pas du tout. Ok. Aucun artiste, famille proche comme famille élargie, aucun artiste. Ok. T'es remonté un peu dans un arbre généalogique pour questionner un peu ? J'ai essayé. Du côté de ma mère, c'est facile. Elle est française, donc blanche, donc c'est facile. Du côté de mon père, qui est antillais... Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Française, je veux dire... Non, je t'embête. Et mon père, du coup, qui est martiniquais, tu remontes pas super loin, quoi. Ouais. Et non, on n'a pas trouvé d'artiste. Ok. Ouais. Ok. Et donc, du coup, comment ça devient cette passion, ou bien au départ, je suppose que c'est un hobby sans que ce soit calculé, c'est-à-dire que tu as une sensibilité. Parle-nous un peu de ça, là, peut-être dans l'enfance, comment ça se matérialise ? Tu dis que tu peins avec tes mains ? Ouais, en fait, dès le début, j'avais déjà des premières facilités à dessiner. Okay. Je
je dessinais, on va dire, bien. Et là, mon père, en fait, m'achète du papier calque et me dit décalque. Et au fur et à mesure, tu vas réussir à dessiner toute seule. Et en fait, j'aimais ça. Donc, j'en faisais beaucoup. Et donc, après, quand tu pratiques, c'est sûr que tu t'améliores. Et je sais pas, j'adorais créer des choses, en fait. Que ce soit ça, en fait, de l'art visuel ou écrire, je sais pas moi, des poèmes ou des chansons. Bon, quand t'es enfant, tu en s'entends. Mais j'aimais bien créer des trucs. Tu vois. Je sais pas d'où ça vient, ça a toujours été comme ça. Ok. Tu dis que ton père, lui, il t'accompagne dans ce truc-là. Lui, il voit justement une valeur. On a l'habitude justement un peu de poser la première pierre de la valeur. Toi, tu la situes à ce moment-là, justement, quand on te dit peut-être que tu sais dessiner et autres. Ouais, il y a lui, en fait, mes professeurs à l'école, les maîtres et maîtresses, mes parents. Donc, je sais pas si consciemment j'y ai associé de la valeur, mais je pense que ça m'a peut-être encouragé à continuer. Mais je sais même pas si je faisais ça pour que ce soit beau ou quoi, tu vois. Je pense que j'aimais juste... Tu le faisais parce que à l'instinct, quoi. Ouais, c'est ça. À 20 ans, du coup, tu te dis, là, ça peut devenir quelque chose, je vais en faire quelque chose, je vais en faire ma vie, finalement, professionnelle du moins. Comment tes parents y réagissent à ça ? En fait, tout le monde... à part moi, tout le monde était savait en fait. Tout le monde s'est dit c'est la suite logique des choses. Ok. Ouais. Okay. Et mes parents, mon père lui, il était maçon à son compte. Donc lui, l'entrepreneuriat et tout, il s'est dit ça va. Ma mère, pareil, elle s'est dit en fait, ouais, c'est ça, c'est la suite logique. C'est super. Ouais. Il est à son compte, mais en même temps, maçon, il n'y a pas plus terre à terre finalement, tu vois. On bâtit, on crée la matière, on la transforme du moins, et on y construit quelque chose de solide. La partie artistique, ça peut être un petit peu plus abstrait pour la plupart des gens. Donc c'est quand même un beau geste de confiance, en tout cas, de ne pas paniquer déjà. Ouais, tu vois, tu m'as posé la question des artistes dans la famille. Mon père n'est pas artiste, mais je pense qu'il a une âme d'artiste. Il est très sensible aux arts. Ok. Sans en avoir pratiqué, quoi. Okay. Donc je pense qu'il y a peut-être quelque chose aussi qui résonnait chez lui par rapport à ça. Résonner, ça me parle. Les gars, vous connaissez Jessica mieux que moi. Oui, d'accord. C'est pour ça que j'attends. Vous me laissez, vous me jetez. Non, mais là, tu te débrouilles très bien. Tu l'amènes sur un terrain qui est très intéressant. Il y a des choses qui ont été dites sur notamment cette histoire de prends le calque et puis commence par ça. Donc c'est quelqu'un qui finalement, comme tu dis, n'a pas forcément cette technique d'artiste, mais te donne des tips là-dessus. J'ai l'impression qu'il y a un genre d'accompagnement, de compréhension de qui tu es. À quoi tu attribues ça ? Est-ce que c'est des choses que tu as exprimées et qu'ils sentent, ou est-ce que c'est vraiment par l'observation qu'ils te voient un peu dans la lune finalement Ouais, je pense que c'est à la fois leur observation et à la fois les observations à l'école, parce qu'ils étaient quand même régulièrement, à peu près tous les ans quand même convoqués pour dire Jessica elle est un peu à la fois dans son monde, à la fois beaucoup de capacités, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on la laisse là, est-ce qu'on essaye de voir si on lui fait un programme adapté, enfin voilà quoi. Donc ils ont vu très vite que j'étais quand même dans mon monde, quoi. Ok. La deuxième question, alors j'attendais qu'on avance un peu plus dans ton récit, mais tu sais, quand tu commences tes activités, tu parlais de customisation de t-shirts, etc. Tu avais un nom d'artiste à ce moment-là, tu nous expliqueras ce que c'est et comment tu l'as choisi. Bon, je pense que c'est assez évident, mais... Et là, en démarrant, tu as parlé d'un nouveau nom d'artiste. J'aimerais bien que, dans le récit, à un moment donné, tu puisses nous expliquer qu'est-ce qui anime aussi tous ces changements, toute cette évolution et comment ça arrive finalement, quoi. Et quelle est l'importance de ces noms dans la façon de forger ton identité et ton identité d'artiste. Ouais. J'ai commencé avec Cassie J, donc Jessica à l'envers. C'était l'époque où je faisais de la danse, je faisais du hip-hop, donc j'étais vraiment à fond dans ce milieu-là. Et donc, Jessica en verlan, Cassie J. Je l'écrivais Khaciji, donc très carré aussi. Enfin, voilà, quoi. Donc c'était Cassie J Custom pour les t-shirts et tout. Donc voilà. L'époque street dancer. Ouais, exactement. Je vois très bien. Et après, en 2016,
Je fais un voyage en Inde. Et là, c'est comme si en 3 mois, il y a un peu un gap de maturité, on va dire. Et je me dis, ok, là, j'ai envie de prendre mon vrai nom, mon vrai prénom, mon vrai nom pour signer mes œuvres. Puis là, en plus, je faisais des toiles, des photos d'art et tout. Donc, j'ai choisi Jessica Valoise. Et ensuite, en 2021, il y a eu 2 choses. J'ai fait en 2019 6 mois au Rwanda, un voyage qui m'a beaucoup touché, les gens, etc. Puis là-bas, le nom de famille n'existe pas. T'as juste ton nom, en fait. Et j'avais envie de garder quelque chose de ça. Et à la fois, au niveau civil, j'aimerais changer de nom de famille. Et du coup, je me suis dit, ça va être ça. Et après, donc, Alunaya, pour le trouver, en fait, j'ai fait plein de recherches dans la mythologie, dans des trucs anciens et tout. Plein de noms de personnes liées à la créativité. J'ai pris plusieurs syllabes, j'ai essayé de les mettre ensemble et tout. Et comme j'adore tout ce qui est cosmique, la lune, machin, ben, c'est devenu Alunaya. Ok. Voilà. Ça tue le storytelling. Ça tue. Tu grandis où, Jessica? Je grandis dans le 95, dans un petit village qui s'appelle Fontenay-en-Parisis. Ok. C'est un lieu important dans ta construction ou pas spécialement? Ouais, grave. Ouais, c'est un lieu important. Ok. Ouais. Il y a quoi là-bas d'important? En fait, il y a mes 2 meilleurs amis qui, en fait, si je les avais pas rencontrés dès l'âge de 3 ans, ma vie n'aurait pas du tout été celle qu'elle est. Et on habitait chacun à 10 maisons d'écart. Ok. Et on a grandi là, on allait à l'école maternelle là, à l'école primaire et tout. Puis c'était un petit village, donc quand même assez facile pour les parents de nous laisser sortir dehors et tout. Et ouais, ma vie, elle n'aurait jamais été pareille sans eux, quoi. Meilleurs amis IE? Un garçon, une fille. Ok. Toi, t'es d'une fratrie ou t'es enfant unique? Ouais, j'ai un grand frère. Ok. Beaucoup d'écart? 1 an et demi de plus. Ok, proche. Nice. C'est bien d'être deuxième ou pas? On a un débat sur les deuxièmes. Mais moi, je suis pas une deuxième classique, donc non. Mais si j'avais été une deuxième classique, je pense que j'aurais aimé être la petite dernière, machin, qui est chouchoutée. C'est quoi du coup deuxième classique ou pas classique? La deuxième classique, c'est en fait le dernier enfant, genre t'es chouchouté, machin et tout. Moi, c'est pas classique, juste parce que bon, j'étais pas attendue, j'étais pas. Voilà quoi, c'était genre. Bon, qu'est-ce qu'on va faire de celle-là? C'est la 2, quoi. Ouais, voilà. Ok, ok. Tu sèches, hein? Non, je sèche pas. Il y a plein de questions qui arrivent. Moi, Tu as pas son petit regard malicieux? Ouais. Ça tue. J'aime bien ce début. J'aime beaucoup ce début. Ouais, en fait, si tu veux, je pense qu'avec cette histoire de changement de nom, il y a une sorte de trame qui se pose et qui va nous servir un peu de sommaire. Est-ce qu'il y a des choses là-dedans? Moi, il y a un questionnement que j'ai, c'est effectivement quand tu décides d'abandonner le patronyme, il y a des choses là qui me questionnent. Est-ce que c'est des choses que tu veux évoquer, aborder, ou est-ce que c'est un sujet sensible? Non, on peut. On peut? Ouais. Merci. Tu vois le temps d'attente là? C'est mieux? Voilà, c'était comment on aborde ça. Donc voilà, c'est fait. Je dis ça pourquoi? Parce que bon, il faut savoir que Jessica a une importance particulière dans mon parcours artistique. Qu'on s'est rencontrés en 2009 ou 2010, juste avant l'émission, on essayait de se souvenir tellement c'est loin. Et que quand je commence la photo parce que je peins et que j'en ai un peu marre de devoir aller chercher des photos sur Internet pour avoir des références pour peindre. Ouais. Et que je commence la photo un petit peu comme ça, que je trouve que c'est un médium intéressant et que je m'y mets aussi, un peu ce que tu décrivais, Jessica. Et que Jessica était un des premiers modèles qui a posé pour moi, donc il y a 2010, quoi, je pense. De la série des danseuses? Avant ça. Avant ça, en fait... C'était Cassie J ou pas? J'étais Cassie J. Okay. C'était carrément Cassie J. Art is the message. Okay. Tatoué sur le bras. Ok. Bah oui, je m'en souviens puisque j'ai la photo. Et donc, on avait fait un shoot à la salle de l'Aïlé Rose, la salle de boxe. Ouais. Qui n'a pas shooté là-bas? Voilà, séquestrait le lieu. Son studio. C'était son studio à l'époque. Et donc, je me suis essayé une séance photo là-bas. Et si je me souviens bien, elle avait une sorte de mascara ou eyeliner.
que j'ai pris et j'ai commencé à les faire. Donc, elle avait à l'époque le côté des cheveux rasés avec un dessin un peu, tu vois, façon tatouage maori, quoi. Donc, j'ai fait une extension de ce truc-là sur son visage, un peu à la Tyson, tu vois. Donc, le début de... Le body painting, avant le body painting, c'était du make-up que j'avais fait avec Jessica. Donc, ce shooting-là, c'est le premier qu'on fait ensemble. Et puis, on part dans des délires. Je commence à tester mon appareil photo, de quoi faire donc des silhouettes. Donc, on fait des trucs un peu films d'horreur. Enfin, bref, on fait gros délire, quoi. Et puis, peut-être 1 an ou 2 plus tard, je commence à travailler sur une série donc de guerrières, une série de peintures. Et donc, je demande. Donc, les 2 premières que je fais de la série sont des personnages que j'ai imaginés. Donc, le concept de la série, c'était de représenter des guerrières qui affrontent les difficultés de la vie et que moi, je peins dans une scène où elles ont une arme que j'ai choisie qui correspond à leur caractère. Elles ont une pose particulière et dans le fond des tableaux, j'utilise donc mes motifs pour raconter un peu leur histoire. Et donc, on en arrive à 3e tableau. Donc, j'ai une amie de New York qui m'envoie des photos, qui m'explique son histoire. Je crée ma scène, je fais le tableau. Et la 4e de la série, donc c'était Jessica. Donc, à qui je propose le concept et qui m'explique que son histoire, elle est basée sur une transmission. Et là, tu m'as parlé de ton père. Tu m'as parlé de ce monsieur donc, qui n'est pas du tout artiste, mais qui t'a transmis une sorte de flamme comme ça, une sorte d'objet magique. Et donc, son arme sur le tableau, c'est pas une arme conventionnelle, c'est un cristal de roche en lévitation dans sa main. Donc j'imagine l'histoire d'une prêtresse, parce qu'à l'époque, tu vois, Jessica était encore assez jeune, je pense qu'il devait avoir la vingtaine. 20 ans. Et elle dégageait quelque chose de beaucoup plus mature que ce que je voyais, en tout cas, quoi, tu vois. Enfin, à quoi elle ressemblait. Son aura était presque vieille, quoi, c'est ce que je lui disais. Donc j'imagine l'histoire d'une prêtresse qui a été endormie dans un temple pendant 400 ans et des gens viennent la réveiller, quoi. Donc c'était ça un peu l'histoire du tableau. Et dans le fond, il y a parmi les motifs que je dessine, il y a une silhouette qui est celle de son père, qui est un grand prêtre et qui lui transmet donc ce pouvoir-là de lévitation. Donc on la voit dans son couvert, en tout cas emballé dans son linge, et donc c'est le père qui la tient un peu en lévitation comme ça. Et donc c'est une des parties du tableau qui deviendra des années plus tard un tatouage, parce que nos histoires sont très liées, comme je disais, qu'elles portent encore aujourd'hui, quoi. Donc c'est pour ça que tout ça m'interpelle, c'est que j'ai compris le move de Cassidje à Jessica Valoise, qui était une sorte d'affirmation du patronyme. Et ensuite, de loin, parce que c'est vrai que tu es parti au Canada et qu'on se voyait moins, j'ai vu aussi la naissance d'Alunaya et la disparition du patronyme, alors que j'avais l'impression que c'était quelque chose de très important. Donc là, c'est moi qui parle beaucoup parce qu'il fallait que je pose le contexte. Ouais. Et maintenant, j'aimerais bien que tu nous expliques ça. La dernière transition. Ouais. C'est beaucoup de remise en question, de questionnement, de rapport à l'identité. Donc encore une fois, le Rwanda aussi, quand j'y étais, il y a aussi, j'ai rencontré un vieux monsieur, un ancien sénateur qui a participé à la libération du Rwanda et tout, qui a connu la colonisation, post-colonisation, etc., etc. Et quand je lui dis que je viens de Martinique, tout de suite il me parle d'Aimé Césaire et il commence à me parler de panafricanisme et de plein de choses, etc. Et j'ai longtemps eu de la difficulté à apprivoiser mon identité antillaise. Parce que c'est ça, j'arrivais pas à comprendre l'antillais, c'est quoi. C'est tellement mix, enfin voilà, j'ai eu du mal, j'arrivais beaucoup plus à m'identifier à par exemple des Jamaïcains, des personnes du continent africain, mais les Antilles, j'arrivais pas. Et en fait, juste en me disant ça, je sais pas, ça a déclenché quelque chose. Et là, tout à coup, je commence à comprendre mon identité, puis en plus, je suis métisse, donc en plus, il y a ça. Et là, c'est comme si, en fait, je me réapproprie ça. Donc, à la fois
Je veux changer de nom par rapport à ça, en fait, nom d'artiste. Et à la fois, je veux le changer au civil aussi parce que je me dis, ce nom-là, Valoise, en fait, je sais même pas à qui il appartient. Ouais. Et ça sonne quand même très européen. Tu dis que c'est un ancien propriétaire d'esclaves qui, au final, a donné son nom à... Peut-être. Et que c'est pas ta lignée. Voilà, peut-être. La difficulté que tu as à créer du lien avec les Antilles avant, c'est parce que tu ne vois pas le lien qu'il peut y avoir avec le continent africain et que tu te sens déjà plus proche de ces racines qui sont plus anciennes? Pas forcément, parce que là, pour le coup, d'avoir compris c'est quoi cette identité, je me sens beaucoup plus caribéenne qu'africaine, mais en fait, c'est que j'arrivais pas... Tu sais, je sentais vraiment, ok, il y a eu une coupure, là, il y a des Antillais, c'est un mix de cultures, mais je comprends pas. Ouais. Tu vois. Et pas la grille de lecture. Ouais, c'est comme s'il y a quelque chose qui a été coupé, puis j'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui s'est construit après. Et dans ton enfance, tu passes un peu de temps aux Antilles ou pas du tout? Ah ouais. Je passe du temps aux Antilles, dans ma famille antillaise. Mais ça immergé clique pas, dedans quoi. et tout. Mais pourtant, non, j'arrive pas à me l'approprier. Ok. Comment il le vit, ton père, cette volonté de changer de patronyme? Avec cette explication-là, bien sûr. Pas bien. Pas bien. Mes deux parents, pas bien. Mais voilà. C'est ton chemin. Ouais, c'est ça. Ça me coupe pas de ma famille. Bien sûr. C'est juste un changement de nom. Donc... Ouais. Bah écoute, c'est beaucoup plus clair pour moi et si tu veux, j'avais besoin de te poser la question, on n'a pas eu l'occasion d'échanger là-dessus, mais le lien que tu m'as décrit m'avait l'air tellement fort que je me suis dit, il s'est forcément passé quelque chose entre vous deux, alors que maintenant, oui, c'est très clair, c'est un geste d'émancipation vis-à-vis d'un patronyme qui te colle à la peau, mais finalement qui n'est pas le tien. Voilà. Ouais. Tu as parlé d'un voyage en Inde. Et quand on a parlé, j'ai senti que ça avait été un point de pivot quelconque. J'ai eu la chance de parler avec plein de gens qui sont allés en Inde et pour qui ça a été pareil, une sorte de moment charnière vraiment dans leur histoire. D'autres qui ont eu qu'une envie, c'est de quitter l'aéroport et de retourner dans l'avion pour rentrer. Et d'autres pour qui c'est une sorte d'évidence d'arriver là-bas. Et il y a on me l'a toujours expliqué comme ça, c'est que c'est un pays très clivant. Toi, comment tu as vécu cette étape de ta vie finalement et ce voyage en Inde? Ouais. Moi, j'ai vécu toutes ces émotions-là. Genre, je suis arrivée, j'étais dans le sud de l'Inde, donc je suis arrivée les 2 premiers jours, genre, waouh, c'est trop beau et tout, ça ressemble à plein de paysages de Martinique, j'adore. 3e jour, je comprends rien aux codes sociaux, il y a que des hommes dans la rue, les Indiens, ils me rendent dingue et tout. Je me dis, oh waouh, je vais pas rester là, j'ai envie de partir. Ouais. Et au bout de 3 semaines, je suis là genre, ah mais en fait, je vais jamais repartir de ce pays. Ah ouais. Ouais. C'est un autre monde. C'est vraiment un autre monde de limite. En fait, tu pourrais visiter juste l'Inde et comprendre le monde entier. Enfin, c'est inexplicable. Et moi, sur mon parcours personnel, ça m'a vraiment fait... j'ai l'impression que je suis devenue adulte à cet endroit-là. Ok. C'est hyper cliché, mais en fait, c'est ça, ça te fait prendre conscience de choses en Inde que je pense pas que j'aurais vécu ailleurs. En plus, là-bas, j'ai eu un retour d'amnésie traumatique et tout, donc ça a quand même aussi remis plein de choses genre en ordre et tout. Donc, ouais, l'Inde, ça a été particulier. J'ai mis du temps à en revenir mentalement. J'ai mis plusieurs années à en revenir. Qu'est-ce que c'est qu'une amnésie traumatique ? C'est quand tu vis quelque chose de très difficile, souvent dans l'enfance, et en fait, ton cerveau, pour te protéger, il oublie complètement. Ok. Et donc, quand tu es là-bas, ces images-là te reviennent ? Ouais, il y a tout qui me revient. Ouais. En l'espace de 10 minutes, il y a tout qui me revient. Ok. Donc, ouais, ça, il faut savoir l'accueillir. Ouais. Enfin, savoir l'accueillir. En tout cas, tu l'accueilles et... Ouais. Bah, en fait, je suis partie acheter un carnet et j'ai écrit pendant 3 semaines non-stop tout, en fait. Ok. Ouais. Et c'est quelque chose que tu as déjà partagé ou pas du tout ? Non, pas encore. Justement, j'aimerais beaucoup le terminer. En fait, j'ai envie d'en faire un livre. J'aimerais beaucoup le terminer, mais non, c'est pas encore partagé.
de tout ce qu'on se dit là, après on se mettrait une petite musique parce que ça commence bien. T'es tendu là, c'est ça? Non, il y a c'est fort. il y a mille et une choses et comme ça je vais recentrer un peu toutes mes pensées. Mais Ouais. de tout ce que j'entends là, Sergio a parlé de transmission, il y a ce truc de narratif, de raconter, tu vois, raconter. Là, tu dis que finalement, comment t'accueilles j'imagine que c'est une forme de deuxième trauma, de se le reprendre pleine poire. Tu l'accueilles avec l'écriture, tu parles de tous ces outils finalement, parce que c'est clairement des outils, c'est que tu dessines, puis tu te dis, il faut que je photographie, tu te rends compte qu'il y a un bouton qui t'emmène sur un autre truc. Il y a cette volonté d'écrire, d'écrire au sens propre, que ce soit de la lumière ou des volumes ou purement de l'écriture. Ça, tu l'as déjà conscientisé, le fait que c'est un moteur chez toi? Ouais, carrément. Ok. Carrément. Ça a toujours été... tu vois, j'ai jamais voulu créer en mode je veux être artiste. En fait, c'était juste mon moyen. Tu vois, quand j'ai commencé à faire de la photo, moi, avant, j'étais timide, maladive. Et en fait, de faire de la photo, genre dans des événements de famille, dans les trucs et tout, ça me permettait de vraiment, tu vois, apprivoiser mon monde, voir comment les gens interagissaient, mieux comprendre aussi les codes sociaux. Et au fur et à mesure d'être de plus en plus à l'aise en société. Et tu crées ta place, ouais. Ça déchire. Il y a un autre thème que j'aimerais qu'on aborde aussi. Tu en parles avec ce voyage en Inde, mais le voyage au sens large, j'ai l'impression que tu es quand même une grande voyageuse. J'aimerais savoir déjà si ça se produit plutôt en un paquet de destinations. Combien de destinations tu as faites? Ou alors est-ce que c'est plutôt des endroits que tu découvres et dans lesquels tu retournes régulièrement? C'est plutôt plusieurs destinations, mais c'est des endroits où je reste très longtemps. J'aime bien rester dans un endroit et à un moment donné, j'ai ma petite routine et je commence à connaître les gens du quartier. J'aime bien rester longtemps dans des endroits, donc genre 3 mois, Ok. comme ça. Puis des fois, j'y retourne, mais c'est rare. Avant de partir, tu sais que tu vas y rester un certain temps ou tu te donnes pas de... En général, c'est aller simple. Je sais que ça va être probablement la durée de l'hiver canadien. Parce que c'est dur. Mais je sais pas exactement. C'est un oiseau migrateur. Exactement. Voilà. Okay. Mais je sais jamais combien de temps exactement. Bon, on a eu de la chance de t'avoir en plein été, quasiment en plein printemps en tout cas. Ouais. Ok. Depuis longtemps, tu voyages? Ouais, Une quand phrase même. à la Yoda, hein, j'ai inversé. Depuis longtemps, tu voyages. Depuis longtemps, tu voyages. Ouais, quand même. Hein. Avec mes parents, on voyageait déjà. Ok. Bon, en France, mais on se déplaçait Ouais. en France. Et après, j'ai commencé à voyager à 14 ans avec les colonies de vacances du travail de mes parents. Donc, ouais, quand même. Est-ce que tu y vois un lien avec finalement la recherche de ton identité? Non. Mais plutôt la recherche de compréhension du monde. Ok. Ouais. Et quand tu es dans des pays comme la France, le Canada, où c'est quand même plutôt multiculturel, tu n'arrives pas à comprendre un petit peu. Moi, je sais que j'ai beaucoup d'amis antillais, guyanais, d'autres pays d'Afrique, etc. Et même si je suis jamais allé au Gabon, par exemple, je comprends les codes parce que j'ai des amis gabonais. C'est pas quelque chose qui t'anime ou tu comprends pas ça en te rapprochant des gens et tu as besoin de te rapprocher dans leur contexte, dans leur pays? Non, je peux le comprendre en me rapprochant des gens. D'ailleurs, j'adore, tu vois, genre, à chaque fois qu'il y a des gens d'autres cultures et que, par exemple, il y a une fête, je pose 1000 questions et tout. Mm-hmm. Mais si je peux aller dans le pays, c'est mieux, quoi. Ouais. Jessica, alors, Félix disait qu'il t'avait pas briefé du tout. On est dans la saison 2 du Monday Meeting. Dans la saison 2, on a des petits interludes musicaux. Là, pour essayer de respirer un peu, reprendre notre souffle, on va mettre un petit son. Ok. Et c'est toi le DJ. Ok. Donc, on t'écoute. Qu'est-ce que tu aimerais bien écouter? Qu'est-ce qui t'inspire par rapport à tout ce qu'on se raconte là? Par rapport à tout ce qu'on se raconte, je sais pas. Mais en ce moment, j'écoute en boucle Daniel Ponder, Some of Us Are Brave. C'est parti. On va trouver ça. Some of Us Are Brave. C'est intéressant. Hein? Musique, maestro.
If the sky were to fall, I'd be the first to call. Some of us are brave. Who's gonna feel my pain? Who's gonna say my name? Ain't no joy but to be brave. Peace and love to the ones who give praise. Take a bow as the sun hits the face. See me now, golden hour. And to those who fear leads them to hate, what a pity to be locked in a place. You see me now, I show you how. 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 Peace and love to the ones who give praise. Take a bow as the light is the face. See me now, I'm loud and proud. And to those who fear leads them to hate, oh, what a pity to be locked in that place. I know you see me though, 'cause the breeze don't blow 'cause you won't. Je suis obligé d'arrêter pour l'assassin, mais tu m'enverras ta playlist. Ça tombe bien. Je sens que Jessica elle est quali au niveau de la musique. Ouais. Et ça t'emmène dans un monde, ça. Magnifique, magnifique. Tiens, d'ailleurs, quand j'ai entendu la voix là, du bonhomme, là, il y a un truc qui est de l'ordre de la transmission aussi dans le chant, dans la voix. Tu vois, quand je dis ça ouvre un monde, c'est vraiment ça. Il y a des phrases qui ouvrent un monde dans l'écriture. T'as déjà tenté ça, de passer du côté chant musical ou... Moi, chanter. Ok. Non, ça, Ouais. moi, non. Non. Il y a un problème avec ma voix. Je Ok. faisais du solfège quand j'étais petite et la prof, elle a carrément dit j'ai jamais entendu quelqu'un qui chante aussi mal. Comment on tue une On tue une vocation. carrière. On tue un outil, en tout cas. J'ai jamais entendu quelqu'un qui chante. Ouais. C'est une dinguerie de Elle m'a dire ça. dit tu reconnais toutes les notes, mais tu chantes mal comme ça. Tu es exceptionnellement j'ai jamais vu nul, ça. quoi. Ouais, voilà, vraiment. T'excelles dans la nullité. Bon, ok. C'est scandaleux. Hein. C'est incroyable. Et ça, on confie nos gosses à des gens comme ça. C'est horrible. Franchement, c'est terrible. Ah là là, qu'elle soit punie, qu'elle soit châtiée. Ah, c'est incroyable. Bon, bah écoute, désolé d'avoir ravivé ce souvenir. Petite question, Jessica, sur ton parcours artistique. Est-ce que tu as l'impression, en évoluant, que tu as un peu plus de clarté sur ta vision, ta mission? Est-ce que, par exemple, tu as commencé pour toi et que maintenant tu fais des choses pour les autres? Est-ce que tu pourrais nous expliquer aujourd'hui qu'est-ce que tu ressens par rapport à tout ça? Ouais, c'est ça. J'ai commencé pour moi dans le sens où en fait je faisais des vêtements pour moi, puis les gens m'ont demandé, puis je leur ai fait ce que je faisais déjà. Et en fait aujourd'hui, donc 15 ans après, je fais... En fait, j'ai trouvé la balance entre je fais des choses pour moi, c'est-à-dire que je crée quelque chose que j'ai envie de faire, qui me parle, que voilà, mais qui est quand même au service des autres, dans le sens où je vais raconter les histoires des autres, mais de manière artistique, quoi. Ok. Aujourd'hui, si tu devais nous décrire les éléments phares de ta création, ça serait quoi? Aujourd'hui, ce que je fais, Une sorte de CV de ce dont tu es fier, ce que tu as fait de marquant. ok. Il y a 2 ans, j'ai fait une résidence de peinture où on était en duo des artistes avec un jeune autiste. Et donc une résidence de 2 mois, puis on devait créer une œuvre ensemble, enfin 2 œuvres ensemble. Ça, j'ai adoré. Je suis fière d'avoir réussi à faire ça, parce que j'ai été mise en duo avec un jeune qui, du coup, n'avait pas la parole, donc il communiquait d'autres manières. Et c'était super intéressant. De quoi d'autre je suis fière
Là, le film que je suis en train de réaliser, Mhm. le documentaire que je suis en train de réaliser, je l'ai commencé il y a 5 ans. Je trouvais pas de financement et en fait, j'ai jamais lâché l'affaire enfin, c'est vraiment le projet où j'étais la seule à y croire et finalement, au bout de 5 ans, ça a fonctionné. Donc là, il y a ça. Tu peux nous dire sur quoi c'est ou c'est encore... Ouais, non, c'est un documentaire. Le titre, c'est Kubana. Ça veut dire vivre ensemble en Kinyarwanda. Et donc, ça se passe au Rwanda. Et la question qui est posée, c'est comment un peuple a réussi à revivre ensemble 30 ans après un génocide. Et du coup, ça explore la question à travers la sphère sociale, psychologique, politique, artistique, culturelle, sur 4 générations. Ok. Ce qui m'intéresserait là, c'est de voir justement ce qui se passe en 5 ans. Qu'est-ce qui s'est passé au début du projet? À quel moment tu vas chercher des financements? Comment ça se passe quand t'en as pas? Essaye de nous donner un peu des détails comme ça. Ouais. C'est quoi la vie d'un artiste qui produit un documentaire? Ouais. Au départ, j'y vais plus ou moins pour ça, mais pas tout à fait. Je vais avec une idée de documentaire, un sujet qui est la résilience. Puis très vite, en fait, en parlant aux gens, je me rends compte que c'est pas vraiment ce qui se passe. Enfin, ça correspond pas à la réalité. Là, à ce moment-là, je pars. J'ai un petit financement de $2000, donc vraiment juste pour subvenir à mes besoins. Donc, moi, j'ai ma caméra, mon zoom pour enregistrer le son, ma petite lumière. Enfin, je pars vraiment toute seule pour faire ça. Au final, je reste 6 mois. Je réécris mon projet. J'ai réécrit le documentaire que je veux faire, donc j'ai fait toutes les interviews et tout, enfin voilà. Je rentre au Canada, je cherche des producteurs pour le produire. Tous ils me disent que non, c'est des histoires qui n'intéressent personne, que personne ne voudra le financer, et tout ça. Donc j'insiste, à un moment donné, je me dis bon... En plus, après, il y a la pandémie et tout. Mais du coup, je lâche l'affaire et je me dis, en fait, je vais finir par le financer moi-même. Je le ferai un jour, et voilà. Et en fait, en 2023, je vois un appel à projet et donc d'un financement de Téléfilm Canada. Et l'appel, il correspond exactement à mon projet. Et là, je suis sûre d'avoir les financements, mais j'en suis sûre à 1000%. Mais j'ai pas de producteur et je suis obligée d'avoir un producteur. Et là, à ce moment-là, mon ex qui venait d'ouvrir sa boîte de production, pas du tout pour être producteur, juste pour un truc administratif, machin. Je lui dis, s'il te plaît, mets-toi producteur. Moi, je fais le travail de production, mais s'il te plaît, mets-toi. Je sais que je vais l'avoir, ce financement. Puis lui-même, il me dit, je pense pas que ce sera cette année, mais au moins, ils auront ton nom dans les trucs. Tout. Bref. Et là, on le fait, puis on a le financement. Parfait. Et après, on a un mentor qui nous accompagne dans le processus. Et on a deux autres demandes de financement pour compléter le budget. Et on les a. Et voilà. Et donc là, je repars avec une vraie équipe au complet. Le DOP, le preneur de son, fixeur, tout le monde, le budget pour tout. Et voilà, quoi. Donc, quand tu réponds à l'appel d'offres, là, à l'appel de subvention, tu as déjà, toi, des images, c'est ça, que tu as tourné là-bas, tu as une sorte de pilote, ou en tout cas, Exact, ouais. Okay. J'ai déjà un démo, j'ai déjà mon dossier, du coup on l'a actualisé, mais en fait j'avais déjà tout. Puis tous les gens que j'avais rencontrés, j'étais encore en contact avec eux, donc j'étais aussi au courant de l'actualité et tout, et du coup tout était déjà là. Puis même quand on a été tourné, tout était déjà là en fait. Mais c'est important pour les auditeurs ou même pour nous, de se dire que finalement la première chose, c'est de faire le pas à soi-même et commencer finalement le travail. Et puis après, on cherche les solutions. Complètement. Et en plus, quand après tu fais ta demande de fonds et tout, le jury, il voit que de toute manière, tu es capable de le faire déjà sans argent. Donc si en plus on te finance, il y a quand même un gage de on va avoir un produit fini. Eux, ils t'assurent une diffusion derrière ? Non, ça c'est ce sera le travail de production, d'engager le diffuseur et de s'occuper de ça. Ok. C'est quoi le format du documentaire et ça coûte combien Explique-nous un peu, tu as commencé à en parler, mais c'est quoi l'équipe, le temps de tournage, le nombre de voyages, etc. Ça représente quoi ? Donc le format, ce sera un long métrage. On ne sait pas encore combien de temps, mais ça va probablement tourner autour de 2 heures.
L'équipe, les voyages. On a fait un voyage en novembre dernier de repérage, puis vraiment reprendre les contacts sur place, etc. On est resté 3 semaines. Et ensuite, le tournage, c'était 21 jours, étalé sur 5 semaines. Donc là, en janvier-février. 21 jours de tournage. Et puis après, la post-production, c'est quasiment 6 mois. Donc là, tout est tourné. Ouais, tout est tourné. Là, je suis en montage. Ok. Depuis 1 mois. Top. T'as dit un truc tout à l'heure, t'as dit que t'étais convaincu d'avoir les financements. Ouais. Moi, je trouve ça ultra intéressant parce que pour avoir répondu à des appels d'offres, ce genre de trucs, tu peux avoir la certitude d'avoir le meilleur produit ou d'être la personne la plus qualifiée pour faire quelque chose, mais pour autant, cette conviction-là, comment dire ça ? Bah, très simplement, en fait, d'où elle vient cette conviction du fait que tu vas avoir les financements ? Là, je pense que c'était une intuition parce que tu vois, avant ça, j'ai calculé depuis 2013, j'ai eu 15 refus de demandes de bourse, que ce soit pour la peinture, pour toutes sortes de projets. Et effectivement, tu as cette conviction que ouais, mon projet il est bien et tout, je devrais l'avoir, machin. Mais là, c'était pas du tout la même conviction. Là, c'était vraiment, c'est comme si, genre, Les planètes. je le sais en fait. Tu vois, c'était vraiment. Et tu vois, quand on a reçu la réponse, donc le producteur, lui, donc on a reçu le mail qui nous disait d'aller voir la réponse. Le producteur, lui, comme il pensait que ça allait être non, il a pris 3 jours pour aller voir. Et moi, j'étais patiente parce que je savais que c'était un oui. C'est vraiment, je sais pas, je le savais à l'intérieur de moi. Ok. Ouais, c'est ouf. Si je reviens à ces 20 ans où tu prends la décision d'en faire un métier, comment ça se passe d'un point de vue purement modèle économique, qu'est-ce que tu te dis, comment tu vas en vivre en gros? Au début, je finissais mes études de psychologie et je m'étais juste dit, je finissais ma licence et je m'étais juste dit, ça va être 1 an de pause, après je vais reprendre mon master. Okay. Donc en vrai, j'avais pas vraiment de modèle économique, en plus je vivais chez mes parents et tout, donc bon, j'avais pas de vision et tout. Mais le truc, c'est que dès le premier mois, j'ai commencé quand même à faire de l'argent. Quand même. Et puis là, c'est ma mère qui m'a dit, faudrait peut-être que tu te mettes auto-entrepreneur et tout. Et donc là, on est en France. Ouais, on est en France, ouais, de 2009 à 2013. Et donc, bon, je me dis, ça va être ça jusqu'au master. Finalement, je reprends pas mon master, parce que là, je goûte à la liberté. Il y a l'oseille. Franchement, même pas. La liberté. Ah ouais. De pas, genre, je choisis quand je travaille. Ça a été bon. Et là, du coup, je me dis, ok, j'ai envie d'avancer, de faire plus de trucs et tout. Donc, en fait, ce que je faisais, à ce moment-là, tu travaillais 3 mois. Tu sais, je faisais 3 mois d'intérim, 3 mois de chômage, 3 mois d'intérim, 3 mois de chômage. À la belle époque. Voilà. La belle époque. Et du coup, ça me permettait, en fait, d'investir. Et après, voilà. Donc là, quand tu dis que tu as commencé à générer des revenus, c'est custom de vêtements, c'est ça? Ouais, c'était que ça au début. Et donc ça, c'est des clients qui viennent te voir parce qu'ils t'ont identifié avec ce talent-là et ils te font des commandes du style, j'aimerais bien avoir, comme on va voir un tatoueur finalement. Ouais, exactement. Ouais, c'est ça, et j'appelais ça d'ailleurs tatouage de textile. Ouais. Ok, bon, c'est parfait. Je reviens parce que la question de Félix a interrompu la réponse de Jessica, mais je parlais du documentaire, de ce que ça coûte. Et au-delà du produit en lui-même, tu parlais de le faire diffuser derrière. J'imagine qu'il y a aussi de la communication, etc. Est-ce que c'est des choses qui rentrent dans le budget que tu calcules ou pas du tout? Ouais. On fait la demande de budget, donc ça peut coûter autant qu'on veut. Là, on a fait une demande raisonnable, donc on a $450,000. Et en fait, oui, c'est raisonnable dans le milieu. C'est pour ça que c'est important qu'on le dise, c'est que ici, il n'y a personne que ça surprend. Mais je suis sûr qu'il y a des gens qui sont en train d'écouter ça et qui se disent, bah tiens, tout à l'heure, elle a dit, je suis parti avec $2,000. Ça n'a rien à voir, quoi. C'est pour ça que je voulais que tu parles aussi des voyages que ça implique, du matériel qu'il faut louer, des opérateurs, etc. Tu vois, donc, l'audiovisuel, c'est quand même quelque chose qui coûte très, très cher. Ouais, c'est hyper cher. J'ai entendu 6 mois de montage. Ouais. C'est déjà... Ouais, c'est ça. En fait, la post-production, le montage sonore, l'étalonnage, tout ça, c'est... Donc, en fait, c'est une bourse à laquelle tu
candidate, mais il n'y a pas de montant. C'est toi qui définis le montant en fonction de ton projet. Ouais, c'est ça. En fait, quand tu déposes ton projet, tu montes un budget. Et donc, eux, soit ils te donnent tout le budget que tu as demandé, soit une partie. Donc, nous, on a reçu un tout petit peu moins que ce qu'on avait demandé, mais on va très bien s'en sortir. On avait demandé 9 millions. Avec. Bon. C'est pas passé. Bon, on prend. Okay. Très bien. Ouais. Et c'est un peu comme les enchères aux aveugles, c'est à l'aveuglette, là, c'est-à-dire que la somme que tu vas demander va jouer un rôle aussi dans l'attribution de la subvention ou non, ou ça rentre pas forcément en ligne de compte, c'est juste qu'on va te dire on te donne la totalité ou pas la totalité. Ça peut okay. Parce que ils ont un certain montant qu'ils peuvent donner. Ouais. Et imaginons que dans le jury, ils classent ton projet en dernier, donc par exemple, ça va être le 10e projet. Bah en fait, s'il est trop lourd et que vraiment la somme qu'ils pourraient donner est ridicule par rapport à ce que tu as demandé, bah en fait, ils vont plutôt faire passer un autre petit projet ou inversement, ça peut être autre chose. Donc oui, ça joue. Mais aussi, il faut vraiment que ton budget il soit réaliste. Donc si tu mets pas assez, ils vont se dire tu sais pas du tout ce que tu es en train de faire. Puis si tu mets trop, bah c'est ça, faut que ce soit réaliste. En fait. Donc là, dans quelques temps, vous finissez de monter. Qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi les prochaines étapes ? Une fois avant que ce soit complètement terminé, on voit déjà où est-ce qu'on va pouvoir le diffuser. Donc là, à partir de là, on va chercher justement un distributeur et un diffuseur. Et on va voir si on arrive à être pris dans des festivals. Okay. Si on y arrive, tant mieux. Après, on va essayer de voir si on arrive à être pris dans des cinémas. Ensuite, chaîne de télévision. Ensuite, disponibilité en ligne. Top. Est-ce que tu as déjà des œuvres, donc du coup, des documentaires ou courts-métrages ou autres qu'on peut consulter ? Ouais. J'ai un documentaire que j'avais fait à Dakar. C'était une semaine de festival, puis j'avais documenté le festival. Il y a des conférences et tout. Il est disponible sur Vimeo à la demande. Et j'ai un court-métrage des Racines Nées qui est disponible aussi en ligne gratuitement. Un court-métrage de 8 minutes. Ok, ça c'est sur ton site internet qu'on peut retrouver aussi Ouais, sur mon site il y a les liens. Ok, tu peux nous le donner le site comme ça. Ouais, c'est alunaya, alunaya.co. Ok, génial, top. On ira consulter tout ça. Continue la revue du CV. Donc là, tu as parlé de la partie vidéo, pardon. Qu'est-ce que tu fais en photo ? Alors photo, j'en fais quasiment plus. Mais quand j'en faisais, je faisais beaucoup de concerts. Vraiment beaucoup de concerts. Et en hiver, plus du... donc là, c'était plus ma démarche à moi, plus du documentaire photo pendant mes voyages. Donc documentaire de rue, un truc comme ça. Sur la photo de concert, c'était de la commande ? C'était des artistes ou bien des tourneurs qui faisaient appel à toi ? Les trois, en fait, artistes, tourneurs et des magazines en ligne qui faisaient des reportages sur les concerts. Ok. C'était plus la partie alimentaire ou pas du tout ? C'est un truc dans lequel tu prenais ton kiff aussi ? Ah non, je kiffais de ouf. Ok. Ouais. Bon, ça me permet de placer un petit coup de gueule. On peut y aller pour le coup de gueule ? Vas-y, fais-toi plaisir. Donc, on ne s'est pas présenté complètement, Jessica. Moi, je suis photographe aussi. Et donc, dans cette profession de photographie, il y a un photographe de concert. Moi, j'ai des souvenirs parce que j'ai baigné dans le monde de la musique. J'ai un papa qui est guitariste et donc j'étais tout le temps amené dans des salles de concert et j'étais toujours amené à regarder dans une des salles de concert de Massy, là à côté, qui s'appelle Paul Bayard. Il y avait des superbes photos de concert, en fait, tu vois. Donc, la photographie de concert me parle depuis tout petit. Et c'est des choses que récemment, j'ai eu envie de faire. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'on le reçoive ici, mais un petit cousin qui s'est mis dans la production musicale et donc qui a des artistes qui fonctionnent plutôt bien. Et donc, il m'a invité, justement. Et donc, je m'étais dit, je vais y aller avec l'appareil photo. Et en fait... je vois maintenant le procédé là, qui est utilisé par les tourneurs et aussi managers d'artistes et compagnie, parce que il y a les réseaux sociaux, tout le monde essaye de faire de la matière et compagnie, et donc les photographes un peu amateurs plus, ou qui veulent se professionnaliser ou au début de leur parcours,
sont en train de devoir produire de la matière et donc vont sur les concerts et font tout un tas de photographies gratuites. On a ça dans la photographie de sport aussi, où à tel point finalement que ce soit les managers ou autres, font appel justement à ces gens qui sont en quête de visibilité, qui produisent gratuitement du matos, quoi. Et là, il y a notre ami Youssoufa qui a lancé un super concours. Donc moi, comme je suis photographe et aussi présent sur les réseaux à produire du contenu, tout le monde m'a envoyé le jeu concours de Youssoufa qui propose à tout un tas de créatifs de balancer en jeu concours tout leur visuel pour voir qui va être sélectionné pour pouvoir prendre son concert à l'Olympia en photo gratos, quoi. Voilà. Donc c'est le monde qui s'est inversé, c'est-à-dire qu'on va t'offrir la possibilité de venir travailler gratuitement. Donc à tous mes charmants auditeurs du Monday Meeting, ne m'envoyez plus le truc de Youssoufa. Youssoufa, si tu nous écoutes, frérot, t'aurais dû me dire, je l'ai vu sur scène en Guadeloupe, je serais allé le prendre par le col. Non, j'aime ton art, j'aime ton écriture, j'aime ce que tu as fait pour cette culture, mais t'as déjà fait une erreur avec le van là, qui était une idée piquée du frangin de Fresnes là. Bon, t'étais peut-être pas au courant, mais Renaud l'était. Et là, de faire des jeux concours pour qu'on vienne travailler gratos pour toi, je trouve ça indécent. Donc voilà, c'était la petite partie. Coup de gueule du photographe. C'est le coup de gueule. Ça, c'est le coup de gueule de l'artisan parce qu'ils nous volent notre métier. Ils nous volent le travail. J'espère que c'est pas lui et que c'est un membre couillant de son équipe. Non, mais c'est clairement pas l'artiste, j'en suis convaincu. Mais voilà, ceci dit, au membre couillant de son équipe qui a fait ça, mais c'est une belle merde. C'est difficile parce que justement, tu vois, il y a un peu, et ça m'intéresse de voir aussi comment toi tu pratiques les réseaux sociaux pour ta communication, ou si tu le pratiques pas du tout, tu vois. Mais on en a beaucoup parlé ici d'une sorte de nivellement par le bas, et c'est vrai que tu vois, il y a une forme de gratuité, il y a une promesse de visibilité, et puis moi ces photos là de concerts qui m'ont marqué quand j'étais enfant, je sais qu'elles ont été prises par des grands photographes parce que je les connais pas, les mecs qui ont pris ça, mais ils m'ont transmis quelque chose, une émotion. Et même quand je te parle, la photo, l'une de celles qui m'a marqué, je l'ai en tête. Récemment, je suis allé voir une expo du photographe de Bob. Donc, j'ai vu les photos de concert et j'ai retrouvé exactement cette essence-là. Et je trouve que c'est un domaine qui est incroyable. Je le retrouve pas du tout dans ce que je vois aujourd'hui de photos de concert, qui est une photo de concert, c'est-à-dire on prend en photo un concert, tu vois. Mais il y a pas ce travail-là. Mais ça ne dérange personne dans le sens où celui qui va produire, finalement, à la fin d'un event, tu vas avoir tout le monde qui va taguer ton événement, tous les photographes qui sont venus. Et voilà. Comment tu pratiques, toi, les réseaux sociaux Alors, avant, au début, je pratiquais... je faisais énormément ma communication là-dessus, surtout que quand je suis partie en 2013 au Canada, donc à Montréal, je connaissais personne. Et en fait, les réseaux sociaux, ça a vraiment été, plusieurs mois avant de partir, j'ajoutais déjà plein de gens de là-bas et je ciblais vraiment ces gens-là, ce qui fait que quand je suis arrivée, il y avait déjà des gens, entre guillemets, qui m'attendaient. Ouais. Et je les ai utilisés vraiment pendant super longtemps. Et après, à partir de 2021, quand je suis vraiment rentrée dans le circuit de la réalisation, donc dans le milieu du cinéma finalement, et que du coup, en fait, je fais plus de clients. J'ai plus de clients en fait. Je suis vraiment rendue auteur. Ouais. En fait, j'ai repris l'Instagram du début où je mets des photos de mon chat, où je mets des photos de moi en train de travailler, mais c'est plus de la communication dans le but d'avoir des clients. Ouais. C'est plus commercial. Voilà, c'est ça. Ok, terrible. Bon, on va aller chercher des... Ça doit être un sacré soulagement. Statut d'auteur. Trop. Mais trop. C'est un soulagement de fou. Et puis, même, tu vois, ce que tu disais par rapport à la gratuité et tout, en fait, quand tu publies sur les réseaux ton travail, en vrai, peu importe la qualité, je sais pas, les gens, ils ont l'impression qu'en fait, ça va être gratuit. Il y a comme quelque chose de... il y a une proximité qui fait que... Il y a le pire des mots qui est un mot qui hante le dictionnaire français, c'est collaborer. Tu vois. Ouais, voilà. Tu vois, voilà. Petite crotte de nez à l'histoire, celle-là. Hein je ne commente pas. Allez, on va se mettre Sardou, le temps béni des colonies. Continue avec le CV artistique qui est fourni. Il y a une notion que j'ai vue apparaître sur ton site et sur tes réseaux il y a quelques temps, qui est celle de l'art-thérapie.
Est-ce que tu peux nous en parler? Comment tu as ressenti ce besoin de... En tout cas, cette efficacité de l'art dans ce domaine-là et ce besoin ou cette mission d'aider les gens avec ce que tu fais? Ouais. Bah déjà, quand je faisais mes études de psychologie, ce qui a fait que j'ai fait une pause et que je me suis questionnée pour savoir vraiment est-ce que c'est ça que je veux faire, c'est parce que la partie artistique et créative me manquait. Donc là, j'ai commencé à... En fait, c'est ma mère qui m'a fait connaître l'art-thérapie. Elle m'a parlé de ça et je me suis dit, ça pourrait être intéressant. Donc je ne l'ai pas pratiqué tout de suite parce que je ne me sentais pas prête, mais je savais qu'à un moment donné, j'allais en faire. Et du coup, comment j'ai su que c'était thérapeutique? Tout simplement par ma pratique, en fait. Par ma propre pratique. Et je me suis lancée... en fait, c'était juste une question de temps et de me sentir prête. Donc j'ai essayé mon premier atelier en 2017. Ensuite, 2018-2019, j'en donnais pas mal. Ensuite, il y a une petite pause. Et là, j'en donne de temps en temps. Et c'est vraiment... on passe par la peinture intuitive, en fait. Okay. Donc, c'est vraiment les couleurs, les matières et tout. Et de manière intuitive, en accompagnement personnel, privé ou en groupe. Ok. Donc, si je te contacte, décris-moi l'approche, qu'est-ce que tu m'expliques? Et quand j'arrive à ton atelier, qu'est-ce qui se passe? Si c'est en privé, un atelier privé, je te demande si tu veux travailler un sujet ou une problématique en particulier. Et si tu en as une, je crée un atelier par rapport à ça. Et si tu n'en as pas, je te demande juste c'est quoi ta vie en ce moment, c'est quoi ton passé, puis c'est quoi tes projets d'avenir. Puis là, je crée quelque chose par rapport à ça. Ça dure combien de temps? Entre 1h30 et 2 heures. D'accord. Et c'est quelque chose qui se répète? C'est quoi? C'est des séances qui peuvent être multipliées? Ça pourrait. Pour l'instant, j'ai fait que des séances uniques. D'accord. Ouais. Ok. Il y a, quand je t'entends parler en deuxième lecture, j'ai la sensation, mais tu me diras si je me trompe, que la spiritualité a une grande place dans ta vie. Ouais. C'est quelque chose qui t'arrive très tôt, enfant ou... Ouais. Il y a eu 2 étapes très tôt enfant. Donc ça veut dire que moi, quand tu me parlais, tu vois, de sorcières et tout, la série Charme et tout, moi, c'était juste logique que ça existait, en fait. Okay. Et un jour, en fait, je sais pas, je devais avoir 6 ou 7 ans, et il y a 2 filles, elles se sont foutues de ma gueule. En fait, elles m'ont fait croire que leur famille était une famille de sorcières. Moi, j'étais à fond parce que c'était genre, je sais que ça existe, j'en rencontre et tout. Puis après, elles m'ont dit, ouais, c'est pas vrai et tout. Et du coup, j'ai un peu laissé ça. Mais pour moi... la magie, ça existe, tu vois. Mais bon, j'avais laissé ça de côté. Et après, en 2011, j'ai ma meilleure amie qui décède, celle des 3 là, de notre village. Là. Paix à son nom. Merci. Et en fait, malgré moi, il y a des choses qui me viennent. Il y a des images, il y a des paroles, il y a des trucs, malgré moi. Et du coup, je me dis, ça existe en fait. C'est même pas une question de je veux y croire ou pas, il se passe des choses. Ensuite, je rencontre des gens. Je rencontre Serge. Quand je rencontre Serge... J'ai à voir dans tout ça, moi. Serge, je le rencontre, on parle. Chef chaman. Il y a Chef Shengo, il y a Chef Chaman. Excellent. Serge, il me parle. Je pense 1 ou 2 mois après, je sais pas, j'avais vu une voyante. Et le mec me dit exactement les mêmes choses que la voyante m'avait dit. Je me suis dit, mais ok, il y a un monde qu'on ne voit pas qui existe. Et c'est vraiment à partir de 2011 où ça a explosé en fait. Et que j'ai décidé de vraiment me laisser porter en mode en fait que ça existe ou pas. Moi je vois des choses, ça blesse personne, ça me blesse pas. Ça ajoute de la magie à la vie. Voilà. Ok. Et... ouais, non, ça répond. J'allais partir sur la sensibilité, mais... je le sens. Tu te qualifierais comme quelqu'un de super sensible? Non, on ne dit pas hypersensible ici, on dit super sensible. Ah ouais, ouais. Super en mode super pouvoir? Ouais, exactement. Okay. Oui, complètement. Ok. Ouais, complètement. Ça effraie des gens dans ton entourage ou pas? Je pense que ça a beaucoup effrayé et déstabilisé ma cellule familiale quand j'étais petite. Et à l'âge adulte... dans les relations intimes, en fait, oui, ça va effrayer, mais du coup, en fait, si t'es effrayé,
bah, tu pars en fait. Tu vois. Donc oui, ça effraie beaucoup de gars. Oui. Ça fait le tri, c'est ça que tu dis? Voilà, c'est ça. Oui. Ok. Comment tu appréhendes tout ça et comment tu l'intègres, si tu l'intègres d'ailleurs, dans ta pratique artistique? La spiritualité. Mhm. Ouais, dans la peinture surtout. Je fais beaucoup de peinture intuitive, même pour mes toiles. Et en fait, j'intègre beaucoup de choses que je vais voir soit dans des méditations, soit dans des rêves. Des formes, des couleurs et tout. Et après, dans l'écriture ou le film, ça va plus être la sensibilité là, qui va venir apporter quelque chose. Et est-ce que le fait d'avoir posé des choses que tu as pu sentir ou voir il y a quelques années, avec un peu de recul et d'appréhension de ta spiritualité, est-ce que tu vois les choses un peu différemment ou est-ce que tu comprends ce que tu étais en train de faire à l'époque? En art En art, oui. Je me suis jamais posé la question. Est-ce que tu as des projets? Tu as parlé du documentaire qui dure depuis 5 ans. Ouais. Est-ce que tu as d'autres projets, des séries comme ça qui ont duré dans le temps? Il y a des choses que j'ai faites sur plusieurs années, tu vois, des séries de peinture, des trucs comme ça, mais un projet vraiment que je veux faire qui nécessite des moyens et que j'arrive pas à faire, c'est le seul là qui me prend vraiment autant de temps. Parce qu'à la limite, il y a le livre que j'aimerais écrire, mais ça, je pense que le temps qu'il prend, c'est pas une question de faute de moyens et tout, c'est juste que ça a besoin vraiment de maturer. Ouais. Et ce livre-là, ça serait que de l'écriture ou tu imagines aussi du dessin, de la peinture? Non, ce serait que de l'écriture. Que de l'écriture. Ouais. Ok. T'as une deadline en tête ou c'est juste un truc... Il te prépare la phase 3 de l'épisode. Mais en fait, j'ai eu plein de deadlines. À chaque fois, je n'ai pas respecté. Mais là, tu vois, l'année prochaine, ce sera les 10 ans de ce voyage. Et je me dis, ce serait bien que ce soit pour l'année prochaine. Mais je sais pas si... Et pas... Tu viens de te piéger. Bravo, Jessica, bravo. Ah, comme une bleue, elle est tombée il va tous les rouler. Hein, ah, comment il pave le terrain, le chemin. C'est incroyable. En douceur. Ah, ouais. Ben, il commence à y avoir de la bouteille. Hein. Ah, là, c'était une bête de phrase que t'as fait, Jessica, c'était parfait. Là, t'as trouvé notre fin d'épisode tranquille. On va pouvoir brainstormer tranquille. On passe à autre chose. Moi, je reviens un petit peu sur ce statut d'auteur, finalement. Et là, on l'a vu sur un projet. Comment ça se passe en règle générale? C'est-à-dire que, bon, j'ai bien compris qu'il y a une thématique qui va te venir. Toi, tu vas décider de te l'accaparer, de travailler dessus. Tu vas pas te poser forcément 1 milliard de questions. Tu vas commencer à faire. Et puis ensuite, tu vas commencer à répondre aux questions en cheminant. Là, comment ça se passe techniquement? Tu prends un annuaire, tu as des contacts, tu sais vers qui t'orienter pour aller chercher ces financements? Explique-nous un peu ce process-là. Ouais, l'avantage en fait du Québec, c'est que tous les financements, c'est les financements gouvernementaux. Donc en fait, tu as le concert des arts et des lettres du Québec, le Conseil des arts du Canada, la SODEC, donc la Société de l'audiovisuel, et tu as tous ces organismes-là qui, en fonction de ton projet, tu le déposes à tel ou tel organisme, parfois à plusieurs. Donc c'est déjà identifié, c'est institutionnel. Ouais. Et ok. T'as déjà essayé de chercher des financements privés ou pas du tout? Ouais, j'avais essayé via LinkedIn. Commencer à chercher des collectionneurs, des trucs comme ça et tout. Okay. Mais ça n'a jamais fonctionné. Ok. Comment tu fais, excuse-moi Vincent, comment tu fais justement pour détacher l'ego de l'artiste d'une réponse négative d'un organisme, par exemple, tu vois. Parce que tu m'as parlé tout à l'heure d'une quinzaine de refus, des documentaires, etc. Comment tu fais pour que ça te touche pas personnellement? Ou alors, est-ce que ça te touche vraiment et comment tu gères ça? Ouais, en fait, moi, ça me fait plus chier de pas pouvoir faire, d'avoir les moyens de faire ce que je veux faire. Mais au niveau de l'ego, non, parce que en fait, ce que je crée, c'est pas en mode... c'est comme détaché de moi. Tu vois, par exemple, je fais une toile, et c'est comme ça depuis le début, parce que j'ai jamais eu cette volonté consciente de « Ah, je veux être artiste, faut que mes choses plaisent ». En fait, c'est si ça plaît, tant mieux. Si ça plaît pas, tant pis. Et pour tout, c'est comme ça. J'avais eu, pour mon court-métrage, pareil, j'avais eu une bourse. Et en fait, j'ai fait un truc expérimental.
Et je savais très bien que ça allait pas plaire, mais moi, je le kiffais trop, mon film. Ouais. Et en fait, c'est vraiment, je fais mon truc. Si ça plaît, tant mieux. Si ça plaît pas, tant pis. Donc, quand je reçois les refus, ça vient pas attaquer mon ego. Je me dis juste plus, c'est chiant, quoi. Ouais, c'est une barrière matérielle, finalement, Ouais. plus Voilà. qu'un attachement ou une remise en question sur ce que tu pourrais faire. Ouais. Ou autre, quoi. Ouais, voilà. Quelle part ça prend dans ton travail, toutes ces dossiers, ces préparations de demandes, etc. Ouais. Là, aujourd'hui, un peu moins, mais en fait, selon les périodes, je pense quasiment 40% de temps. Ouais. Ouais. Moi, il fut un temps où je faisais ça, au Ouais. tout début, où je cherchais un peu des résidences parce que je me disais, tiens, c'est un moment où je peux vraiment être focus sur ce que je fais. Et puis j'ai vite abandonné. Je sais pas, il y a un truc dedans. Je sais pas, c'est peut-être mon ego. Hein, il faudrait que je me questionne là-dessus. Mais le fait d'avoir quelqu'un qui décide si mon projet est valable ou pas, il y a un truc qui me fatigue, même d'y penser, quoi. Ouais. Donc c'est vrai que j'ai vite abandonné, même si je sais que c'est une composante importante de notre monde là, dans lequel on évolue. J'ai vraiment du mal, quoi. Donc j'ai pris une autre voie. Mais je salue ton courage parce que faire des dossiers, je sais ce que c'est. Très, très pesant. À 40% du temps, Ça commence à devenir beaucoup. Hein. Ouais. C'est énorme, c'est énorme, Ouais. c'est énorme. Avec la possibilité d'avoir 38% de non, quoi. Ouais, exact. Ouais. Et est-ce qu'il y a la possibilité pour toi, ou c'est quelque chose que tu t'es déjà posé la question, d'être représenté par un agent, du coup, ou une agente? J'ai essayé pendant 1 an et c'était une super mauvaise expérience. Ok. Et en fait, en ayant cette expérience, je me suis dit que même si elle avait été bonne, en fait, j'ai un rapport à la liberté, l'autorité, machin, tout ça, qui font que je me dis, déjà, j'ai choisi cette voie-là, c'est pas pour qu'on vienne me faire chier comme on me ferait chier si j'étais employé. Ouais. Donc, en fait, non. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là? Parce que j'ai besoin de savoir qu'est-ce qui t'a dérangé là-dedans. C'est quoi? C'est une mauvaise concordance des visions? C'est quoi le souci? Là, en fait, la personne, donc déjà, c'était un contrat d'exclusivité, puis c'était par rapport à la photo. Donc, je pouvais plus mon dos qui m'a prendre, gratté là quand j'ai entendu exclusif. Ouais. T'as bien raison. Ça dépend du chiffre. Toi, on te connaît, c'est bon. On sait que t'as un prix. Moi, je peux être exclusif. Je suis qu'à toi. Ouais, donc c'était dans la photo, donc ça veut dire que moi je pouvais plus prendre les contrats par moi-même. Et en fait, je voyais qu'il foutait rien, qu'il connaissait pas le milieu comme il m'avait dit qu'il le connaissait. Ouais. Et je me disais, mais. Ouais, donc peux là, il n'y pas a rien faire ton qui va. Non travail seulement moins il veut bien que moi. l'exclusivité, mais il faut rien, quoi. Ouais, Ouais. c'est ça. Ouais, ça Pire, pose pire, il peut te. C'est un problème d'incompétence en fait. en vrai. Ouais, c'est ça. Ok. Puis après, en plus, quand il essaie de me donner des conseils et tout, j'étais là, genre, mais je connais Parce que rien. ce que tu décris, tu vois, cette histoire de liberté, ça pourrait très bien être aussi quelqu'un qui connaît très bien le marché, mais qui veut te pousser dans une direction où ton cœur vibre pas forcément, tu vois. Ouais. C'est pas du tout la même problématique. Là, il était juste nul. Oui, voilà. Mais c'est ça, c'est que quand j'ai vu comment ça fonctionnait, Ouais. je me suis dit, si jamais il avait été bon, en fait, même s'il avait été bon, je crois pas que ça aurait fonctionné, parce que forcément, lui, il a une stratégie, Ouais. justement, un plan, voilà. Et moi, je me serais dit, waouh. Ouais, il faudrait une personne qui te connaisse par cœur, qui sache exactement comment Ouais. te représenter avec tes valeurs, tes principes, tes visions, tes envies. Mm. Mais À la limite, ouais. C'est ça. Il faudrait que ce soit ton père. La feuille de calque. Et puis maintenant, la feuille du contrat. Voilà, signez là, madame. Ok. Bon, ben, on va se faire une petite pause musicale. Hein. Ouais, parce que j'ai encore plein de questions, mais une petite pause s'impose. C'est clair, tu es toujours DJ. Ouais, Là, t'as mis la barre haute sur le premier son. Moi j'ai confiance. bon, là, c'est beaucoup plus classique. Allez, Je sais même pas comment ça se prononce. Fort Campé de Joey doit être filé. Ouais. Ouais. Désolé hein, si vous l'aimez pas, mais moi j'adore. Non, moi, j'ai kiffé son album de dingue. De dingue. Alors. Joey doit être filé. C'est parti. C'est pas celui-là, c'est les deux. Ah, c'est une autre version ça. Non? Non, c'est bon.
Ça vient dans crétin, y a pas de magie. On vient, on prend tout comme ça, y a pas de gâchis. Pas de semblant, full baby dans 4 matiques. Elle habite solo et ça c'est fantastique, ça c'est méchant. Y'a les baby, c'est large et c'est crazy. De ton épaule, dis-moi, tell me. Si je t'épouse, c'est money, pay me. Yo, Judas, précis comme le sable d'un Yakuza. Si tu marches with me, babe, c'est tout droit. La carte est plaque, disons alléluia. Da, da, da. Yo, Judas, précis comme le sable d'un Yakuza. Si tu marches with me, babe, c'est tout droit. La carte est plaque, disons alléluia. Da, da, da. Baby, j'ai l'étal, vini. Da, da, da. Vini, vini, pas timide. Da, da, da. Drive en Lamborghini. Da, da, da. Chérie, nous sous sa campé. Da, da, da. Bamele, bamele. Da, da, da. Full BBL, baby. Da, da, da. Bamele, bamele. Da, da, da. Chérie, nous sous sa campé. Da, da, da. J'étais bon chanter. Capi, ça plus les compter. Je remercie Dieu parce qu'on a la santé. Je monte pas, baby, sinon y aura trop de débats. Allez, trop talent. Depuis le vent de rose, il y a trop de talent. Ça tue. Merci, Joey, doit être filé. Yes. L'homme du moment. L'homme du moment, l'homme qui donne le sourire, ça fait plaisir. Sergio, t'avais plein de questions. Ouais, il y a une question. Donc, un truc dont j'ai parlé il y a à peu près 1 heure, c'est donc quand je rencontre Jessica, je me rends compte qu'elle a quelques tatouages. Quel est ton rapport au tatouage et qu'est-ce que ça représente pour toi? Alors avant, il faut savoir que je détestais les tatouages. Je disais je serais jamais tatouée et tout. Et justement, quand ma meilleure amie est décédée, j'ai un pote qui me dit vas-y, écris son nom, ça va te faire du bien et tout. Je me dis ok. Et en plus, j'étais dans une période où vraiment je pouvais pas penser les 6 mois qu'on suivi son décès, donc je fais vas-y ok. Et donc là, j'ai eu ce premier tatouage au poignet de son prénom. Et bah j'ai attrapé la piqûre. Hein. Ouais. Tout simplement. Ouais, souvent on dit que quand le premier tombe, Voilà. il tombe pas seul. Voilà. Ouais. Donc le deuxième, ça a été Art is a Message sur mon avant-bras. Et puis après, ça a été à chaque fois des tatouages qui racontent des histoires, quoi. Et c'est quoi la suite alors? Tu veux qu'on parle de ton tatouage? Non, pas forcément, mais la suite après aujourd'hui, je veux dire. Du tatouage? Ouais. Qu'est-ce que t'as dans les cartons là? Ouais. Tu parles du tatouage, hein, c'est ça? Oui, du tatouage. Ouais. Que je vais faire? Ou que... Ouais. Est-ce que t'as d'autres projets tatouages? Ouais, j'en ai un autre, justement. Mais tu veux qu'on parle de ton tatouage? Parce que l'histoire, elle est intéressante quand même. Ah bah si tu veux, Ouais. si tu veux. Ouais. Quand Serge, justement, il a fait le tableau des guerrières, là, The il m'a Young fait- Priestess. voilà, il m'a fait un tatouage sur l'épaule. Et souvent, mes tatouages correspondent à des étapes de vie, des choses qui se passent et tout ça. Et justement, donc après le Rwanda, la retrouvaille de mon identité antillaise, etc., je me dis, j'ai trop envie de me tatouer en fait ce qu'il m'a fait sur le tableau en vrai. Faut que j'explique bien. Donc comme j'expliquais, on fait un premier shoot en 2010 à peu près avec Jessica, donc dans la salle de sport, etc. Ensuite, je lui explique que j'ai ce projet de peinture avec des guerrières, et donc je lui explique qu'il faut qu'elle pose, elle me raconte son histoire, donc je traduis donc cette transmission avec son père, ce que je disais il y a 1 heure à peu près. Et donc elle vient, donc je lui dis il faut que tu poses et que tu aies la main avec, donc tu poses d'une certaine façon, et moi je vais peindre donc cet objet en lévitation dans ta main, quoi. Donc elle vient, elle pose, et je lui explique, tu sais, dans cette série là, depuis quelques temps, j'ai créé un nouveau langage idéographique, et ce langage il va servir à raconter l'histoire que tu m'as transmise dans le fond du tableau, mais je l'extrais aussi, j'en fais un tatouage que toutes les guerrières de la série portent en symbole de leur appartenance à la même tribu de guerrières. Et donc, quand je dis ça, je dis tiens, j'aimerais bien voir à quoi ça ressemble. J'attrape un Posca chez moi, et je commence à le dessiner sur le bras, ensuite sur le visage, et puis ça part en vrille, et c'est mon tout premier shooting de la série Démasqué. Voilà, donc c'est comme ça que ça se fait. Donc, et quand je fais ça, c'est pour ça que je disais qu'elle a une importance particulière dans mon parcours artistique, c'est que je découvre une autre façon de gérer le toucher du Posca. Ça réagit avec la peau, la personne respire, donc il y a une autre façon d'appréhender le dessin, où tu es obligé de t'accorder un peu plus avec
la personne que tu as en face de toi, quoi. Ouais. Donc, sur le coup, j'aime beaucoup la technique. Je me dis, je vais refaire ça. Mais quelques temps plus tard, avec la pratique, je me rends compte qu'il y a d'autres choses qui passent par cette proximité, par ma sensibilité, quoi. Et donc, ça devient le projet démasqué plus tard. Mais donc, entre-temps, j'ai la photo que j'ai prise avant le body painting. J'ai la photo avec le body painting et j'en fais donc un tableau. Voilà. Donc, sur ce tableau, elle a un tatouage sur le bras. Et donc, quelques années plus tard, elle me dit, tiens, j'aimerais bien avoir ce vrai tatouage, mais dans ma vraie vie, quoi. Voilà. Ça déchire. Ouais. Et donc il dessine, et en plus, donc, pour avoir ce tatouage, je voulais que ce soit un tatoueur qui ait des origines afro. Puis là, un ami que j'avais rencontré au Rwanda me dit, j'étais en école d'art avec un ami, va le voir. Et il s'avère que ce gars-là, tous les deux, ils voulaient travailler ensemble, sans avoir jamais connecté et tout. Un délire, c'est quelqu'un que j'avais rencontré par un autre tatoueur qui s'appelle Will, et qui me présente un pote. Je regarde son boulot, je dis, ouais, t'es très très fort. En dessin, t'es vraiment très très fort. Et lui, il me dit un peu la même chose, donc on est là à se taper sur l'épaule pendant toute la soirée. On se voit pas pendant des années, et Jessica me dit, tiens, je pense que j'ai un tatoueur. Lui, ce qu'il aimerait, c'est que tu viennes dessiner directement au Sharpie et lui repasse par-dessus. Et elle me donne le nom de la personne. Je dis, évidemment. Et quand elle lui donne mon nom, il dit, bien sûr. Ah ouais, ça déchire. Donc ça devient une session mémorable. J'avoue, il y a une sacrée histoire derrière le tatouage, ça déchire. Et du coup, prochain projet tatouage, justement ce premier, qui est le nom de ma meilleure amie Cynthia, là j'avais commencé à le faire retirer, mais je vais pas le retirer au complet, et en fait, parce qu'en fait, ça fait 12 ans qu'elle est décédée, et du coup, c'est comme si en fait son prénom ne représente plus vraiment qui elle est en fait. Et du coup, je voudrais à partir de là faire quelque chose qui la représente plus, donc probablement quelque chose avec des étoiles ou quelque chose comme ça. Est-ce que cette piqûre-là du tatouage, c'est quelque chose que tu envisages comme de la surface à recouvrir, ou c'est plutôt de la symbolique et pas forcément avoir tout le corps recouvert? Non, plus de la symbolique. Ok. Ouais. Sergio, Présent. sur le thème du tatouage. Oui, monsieur. Comment tu visualises parce que Sergio a parlé justement de son envie de s'aguerrir au tatouage et pourquoi pas aller directement marquer les corps. Comment tu visualises? Est-ce que c'est un truc où tu arrives à avancer, à voir le chemin, ou tu te laisses encore un peu de temps là? J'ai le temps, puisque j'ai dit 2025, donc j'ai encore quelques mois. Mais je vais y aller. C'est-à-dire que apprendre, oui, après ce que je vais en faire, je ne sais pas encore. Mais juste prendre la machine et puis voir comment ça fonctionne. C'est un petit challenge aussi avec ma rééducation. Essayer de voir si la dextérité revient, parce que c'est quand même quelque chose d'assez précis. Faut pas se louper. Voilà. Mais peut-être que ça va être un style, justement, de se louper, de faire n'importe quoi. Ça va être ma marque de fabrique. Picasso, dans sa deuxième version. C'est ça, tu vois, quand tu as un certain niveau de dextérité, tu peux y aller. Voilà, ça c'est. Donc voilà, c'est une recherche approfondie de la souffrance. Voilà, souffre avec moi. C'est ça. Mais oui, et le geste de Jessica n'est pas anodin. C'est pas la première à avoir tatoué un de mes dessins, mais c'est la première à qui j'ai dessiné directement sur la peau, et où le dessin a été repassé directement. Sinon, d'habitude, c'est des choses que je dessine, que je remets à la personne. Ouais, et après il ou elle gère ça avec le tatoueur. Quoi. C'est quand même une fierté, tu vois, de se dire qu'il y a des gens qui apprécient assez ton art et ton langage pour se l'inscrire sur la peau. De manière assez définitive, même si aujourd'hui tu peux les enlever. Mais c'est quand même un engagement particulier qui fait dire que finalement t'es pas forcément sur la mauvaise voie, quoi. Donc je me dis, des cas comme celui de Jessica, où en plus le tatoueur c'est quelqu'un que j'apprécie, c'est plutôt rare. Donc je me dis, tiens, si je peux le faire moi-même, il y a moins de dépendance à un intermédiaire, quoi. Donc je vais essayer de rajouter, comme j'ai rajouté la photo, la vidéo, parce que c'est un peu la même chose. C'est pas trop envie de un outil de narration en plus. Voilà, j'aime pas trop dépendre des gens, donc je pense que vous connaissez l'animal maintenant. Donc voilà. J'imaginais pas, tu vois. J'avais pas vu ça comme ça, mais bon, c'est bien que tu le dises au micro, comme ça maintenant tout le monde le sait. Tout le monde le sait depuis un moment, je pense. Depuis 85 épisodes. Donc voilà, je dois voir Maya cet été, on s'est croisés il y a 2-3 semaines.
On salue Maya, notre invité. Et donc, juste pour rattraper la machine et puis me décomplexer rapidement. Après, vous me connaissez, je vais avoir faim de ça et puis je vais faire le gars qui ne vit que par ça. Donc, je sais déjà ce qui m'attend, je suis pas pressé. Hein, mais je sais comment la machine fonctionne, donc Ok. on va y aller. Oh, ça tue. Ouais. Donc là, c'était les projets tatouages. On a parlé succinctement un peu d'autres projets. Est-ce que tu as d'autres projets que tu aimerais justement nous livrer là un petit peu ou qui sont un petit peu à l'état de brouillon peut-être dans la tête? Ouais, j'ai toujours plein d'idées. Ça va être de voir lesquelles je réalise. Mhm. Donc là, ça va être ma prochaine série de peinture à faire. J'aimerais beaucoup faire une série où je travaille avec des pigments naturels, donc avec l'indigo, des choses comme ça. Principalement l'indigo en fait. Mon livre que j'aimerais finir. Et après, j'ai d'autres idées de films. J'aimerais essayer la fiction. Ok. Ouais, donc ça sera dans plusieurs années, mais déjà commencer à regarder ça. Ouais, réfléchir. Ouais. Comment tu te formes? YouTube, Mhm. des livres, des gens que je rencontre. Par exemple, quand j'ai commencé la photo, dès que je voyais quelqu'un qui a un appareil photo, je posais 1000 questions. Et Ok. voilà. Rien de trop conventionnel. Ouais, assez autodidacte. Ouais. Mhm. Très bien. On arrive peut-être sur cette troisième partie où justement on peut brainstormer. Je vois son front qui se plisse, il est content, il est bien là. J'aime bien. C'est ta partie préférée? Non, là, franchement, là, je suis dans un épisode pépite parce que ce que tu dis, ça a beaucoup de résonance sur moi, ma vision à long terme de ce que j'ai envie d'entreprendre, tu vois. Ok. Et moi qui ai un profil un peu similaire au tien dans le sens un peu instinctif et besoin d'exprimer quelque chose et ça a pris tout un tas de véhicules différents aussi. Ouais. Mais un côté beaucoup plus terre à terre, retour sur investissement, ce genre de choses qui m'a conduit à être plus dans le comment plutôt que revenir au pourquoi initial, tu vois. Et je me reconnecte un peu à ça. Et du coup, c'est cool. C'est cool. C'est un très bel épisode pour moi. Ça me, voilà. Cool. Pour nous aussi. Hein. Mais donc, du coup, on arrive sur cette partie brainstorm. Alors ici, on a l'habitude de justement prendre peut-être un projet et puis en discuter ensemble, tu vois, où chacun peut avoir, je sais pas, c'est pas forcément mettre une pierre à l'édifice ou ne serait-ce qu'en discutant, orienter la discussion vers quelque chose, avoir un faisceau, une grille de lecture différente. Mais déjà, si je reprends ce que tu disais, Vincent, sur ta vision, Jessica, toi, si tu t'affranchissais des contraintes matérielles, si justement tu avais un financement idéal qui tombait aujourd'hui, un mécène qui te donne, je sais pas moi, 3, 4, 5 millions de dollars, à quoi ressemblerait ta vie? Qu'est-ce que tu ferais? Est-ce que tu aurais un studio, un atelier? Est-ce que tu voyagerais? À quoi ça ressemblerait? J'aurais un atelier au bord de la mer, dans les Caraïbes. Je sais pas où, mais dans les Caraïbes, c'est sûr. Donc grande baie vitrée, tu vois la mer et tout. Grand atelier avec un plafond haut pour que les idées puissent avoir de l'espace. Et ouais, ce serait ça. Hein. C'est déjà pas mal, hein. Ouais. Ouais. Vous préparez la chambre d'amis quand même. Hein. Parce que si moi je forme ma vision, je sais où aller. Ça a l'air bien sympa. Ça a l'air bien sympa. Ouais. Ouais. Ok, maintenant, comment on fait pour arriver à cette vision-là? Si on part de aujourd'hui, tout ce que tu es en train de faire, le docu, etc. Qu'est-ce qui devrait se passer pour faire des pas vers cette vision? Au niveau, par exemple, du film et tout ça, réussir à obtenir une certaine indépendance, parce que certes, on a de la chance au Québec d'être financé par les institutions, mais du coup, ça te garde au Québec. Donc, trouver une forme d'indépendance dans le sens des financements privés ou, je sais pas, une autre forme de financement, peut-être. Et après, pour les autres domaines, peinture et écriture, produire et puis trouver les acheteurs, en fait. Ça, aujourd'hui, la partie peinture, est-ce que ça représente une source financière qui te permet de vivre? Ça contribue en tout cas à te permettre à vivre, ou c'est vraiment
Un élan du cœur, là. Élan du cœur. En fait, la vente de toiles, non, il n'y a rien. Ok. Donc ça va être par exemple les ateliers, les résidences et tout, ça oui. Mhm. Mais vente de toiles, non, pas du tout. D'accord, ok. Mm. Ok. Là, justement, si on prenait cette vision, nous, on aime bien se faire une sorte de pourcentage de à quel pourcent. Tu connais, t'es auditrice Mhm. du Monde Meeting. T'estimerais que t'es à combien de pourcents là, de la baie vitrée mer des Caraïbes? Ouais, je suis loin. Hein. Je suis loin, hein. 15%. Oh, toi, t'es encore plus pessimiste que Félix. Mais c'est C'est rare. grave, ça. C'est ce qui est marrant. C'est rare. Je suis limite content, les gars. Je suis heureux, voilà. Voilà. Ce qui est marrant, c'est que bah, du coup, je connais pas ta réalité, mais en fait, je te vois vachement plus proche de ça. Tu Ah vois. ouais? Ah ouais, je te vois vachement plus loin dans le pourcentage. Pourquoi? Parce que bah déjà, la baie vitrée et la mer des Caraïbes, tu vois, c'est pas un... En fait, je vois que tu as une sorte d'appel à la liberté et que ta contrainte là que tu donnes, c'est une contrainte qui peut être mise à part, qu'il faut qu'il y ait de la hauteur sous plafond. Mais je sens que c'est pas une contrainte non plus qu'il faut que cette maison elle coûte 20 millions d'euros. Tu vois. Ouais. Je sens que c'est plus le lieu et ce que ça représente et l'appel à l'imaginaire, à l'imagination, à la créativité. Donc, tu vois, même en termes de finances et compagnie, j'imagine pas ça. La chambre d'amis, il faut qu'elle soit grande. Avec un grand lit. Un grand lit. Un grand lit. Size. Il va te faire une Michael Scofield dans le dos, il va te tatouer les plans de la chambre. Il n'y aura pas d'issue de secours. King size. Il n'y aura qu'une grande entrée, il n'y aura pas de sortie. Et puis, il faut une piscine. Attention. La piscine, c'est important. la mer, mon frère. Non, comment les deux, évidemment. Faut d'abord parce que s'échauffer t'es- avant d'aller à la parce mer. que t'es au bord de la mer qu'il faut dans la piscine. Il va se rincer dans la piscine. Voilà. Mais donc, ouais, et puis, en fait, au vu de... mais après, ça, c'est ma perception, tu vois. C'est marrant, en fait, on voit souvent comment comment... C'est pas l'herbe est plus verte chez le voisin, mais tu vois, ce que je vois chez toi, c'est quelque chose, c'est un profil qui me semble être très courageux. Tu vois, le fait d'entreprendre déjà la première partie du projet et ensuite se poser les questions et finalement que les réponses, elles viennent quasiment en même temps que les questions. Et puis si elles viennent pas, bon, c'est pas plus grave que ça, on continue. Moi, à mon sens, quelqu'un qui est déjà dans ce mindset et en plus de ça, qui n'est pas dans un délire de vœux pieux, c'est-à-dire que ça y est, tu as confronté ce process-là avec de la réussite. Je peux pas me dire que tu es à 15% de la maison. Non, mais en même temps, si tu veux, c'est aussi un profil très pragmatique et qui surtout qui fait les choses par elle-même. Du coup, toutes ces étapes, elle les ressent quand même, quoi. Tu vois, quand on dit tu dois monter un docu, tu dois aller chercher les personnes, chercher l'argent, faire les dossiers, avoir des refus, etc. C'est des choses qui te ramènent à la terre. Tu vois, et à force d'être tiré vers la terre comme ça, t'as moins ce côté je ferme les yeux, j'imagine un rêve et je m'imagine surtout proche. Tu vois toutes les étapes en fait. Donc Tu vois les 15 refus avant le oui. C'est ça, donc là tout de suite tu vois que ça va être long, fastidieux et t'as tendance à être plus pessimiste, je le comprends tout à fait. Surtout quand tu connais ta place dans la société aussi, femme, racisée, machin, tout, tu sais que on te donne pas tout sur un plateau d'argent, quoi. Mais ceci dit, c'est vrai qu'on essaie aussi de s'extirper de ce truc-là, d'avoir un esprit qui rêve un peu plus, un esprit qui se déconnecte un peu de la réalité, qui se fonde plus sur l'intuition, sur le cœur. Et ça fait des miracles. Donc je t'invite vivement à essayer d'oublier tous ces dossiers-là et à fermer les yeux, à penser à la villa et à ma chambre d'amis. Je vais la rajouter, parce que l'image est déjà générée sur ChatGPT et tout. Je rajouterai ta chambre. Tu mets ChatGPT, j'ai oublié un truc très important. Excuse-moi, esclave, mais continue de mettre des chambres. Ok, ça tue. T'as parlé de fiction aussi. Ça, c'est un truc que tu as en tête depuis longtemps ou bien c'est récent? C'est récent, ça m'est venu. J'ai envie de raconter cette histoire de ma meilleure amie, mon meilleur ami, tous les trois là dans ce village, machin et tout, notre histoire.
Et je me suis dit, mais il faut que ce soit un peu magique. Donc je me suis dit une fiction. Puis après, j'aime la musique, j'aime la danse. Puis je me suis dit, une comédie musicale. Donc je vais faire une comédie musicale de cette histoire. Ok. Puis autour, en fait, de son décès, parce que c'est un décès par suicide. Donc c'est aussi parler de tout, le rapport à la vie, à la mort, à l'absurdité de la vie, trouver un sens à la vie. En même temps, on fait le choix. Est-ce qu'on fait vraiment le choix de vie? Enfin bref, tout ça, mais sous forme de comédie musicale avec beaucoup de magie. Voilà. Terrible. Terrible. Projet 1. Projet 1. Projet 2, livre. Ouais. Ouais. Donc cet événement, tu vois, je sais qu'il y a 1h30 à peu près, il y a plein d'auditeurs qui se sont dit, ah ouais, ils vont poser la question, qu'est-ce que c'est cet événement traumatique, etc. On n'en parle pas. Par contre, tu as commencé à rédiger, etc. Tu as parlé des 10 ans qui arrivent, c'est ça? Ouais. Donc on est obligé de faire quelque chose. Allez, hein. Donc, Vincent, tu prends la main ou je vais? Non, je te laisse. T'es trop méchant, frère, je te laisse. Oh, pourquoi méchant? Non, c'est pas Tu vois méchant. pas, il le fait avec le sourire. Mais c'est les vrais méchants qui font les trucs avec le sourire. C'est pas comme ça. Non. Donc, puisque Félix ne t'a pas briefé, Non. mais que tu connais quand même le monde des meetings, dans cette nouvelle saison, on a la thématique de l'engagement qui arrive en fin d'émission, où on a un projet sur lequel tu travailles peut-être, auquel tu penses, et l'idée c'est de le figer là, comme un engagement, où tu vas nous dire ce que tu vas faire et quand tu vas le faire. Ok. Et là, la magie opère. Quand tu en parles au micro et que tu mets une date dessus, ça sort. Hein. Ah ouais, hein. C'est vrai. Ouais. Waouh. J'ai pris l'engagement ici l'année dernière, c'était le 18 mars, l'épisode est sorti le 18 mars, de publier un livre de mon projet Démasqué. Et l'engagement, c'était de sortir avant la fin 2024. Je me souviens. Et j'ai reçu les cartons le 28 décembre 2024. Ok. Donc ça marche. Ça fonctionne très bien. Ok. Ok. Bon, je vais le prendre comme de la magie et pas de l'engagement. Parce que Ouais. j'ai un problème avec l'engagement. Bah, c'est- Engagement égale autorité. Voilà. ouais. Je comprends tout à fait. Prends la forme qui t'arrange, mais Ouais. tu vas voir que c'est magique. Ouais, en Ok. effet. 7 avril 2026. Si la date a flashé, c'est que C'est bon. c'est bon. On n'en dit pas plus. Avec un peu de chance, c'est un lundi. Je peux vérifier. Hein. Monday meeting. Regarde. Tant que c'est pas un dimanche. Pourquoi tu veux pas travailler, c'est ça? Non, non. Je commençais à écrire un livre, moi aussi, il y a quelques années. Ouais. Et je parle de ça, du dimanche. C'est un mardi. Bah, demain, c'est Demain, c'est c'est mardi. Voilà. Bon, bah, on a la date. 7 avril 2026. Ok. Ah, je Et suis attends, c'est quoi ton impatient. livre Hmm. C'est quoi ton livre? Bah, mon livre, je sais pas encore ce que c'est. Ok. J'en ai aucune idée. J'ai écrit une sorte de 12-13 pages de début, d'introduction, qui est une sorte de cri de l'âme sans trop comprendre où ça va. Et depuis, je l'ai laissé en suspens, en essayant de réécrire, mais en trouvant pas la logique de ce que j'allais écrire. Et depuis un peu plus d'un an, là, je fais une thérapie là, qui me donne énormément d'éléments de réponse. Et je me dis, c'est peut-être pas pour rien que je l'ai laissé en suspens et que maintenant l'histoire elle va être différente. Ouais. Carrément. Donc ouais, voilà. Et mon livre commence par Nique sa mère. Voilà, c'est ça les premiers mots. Et Quelle classe! ouais, c'est Quel incroyable. Ouais, c'est vrai. C'est bizarre parce que moi j'ai un rapport à l'écriture et qui a pendant longtemps a été quasiment sacré et sur lesquels je me suis imposé de ne jamais être vulgaire, tu vois. Et pour le coup là c'est grossier mais pas vulgaire ou alors l'inverse, je sais plus trop là à cette heure-ci quelle est la nuance, mais je sais pas pourquoi j'ai eu besoin de démarrer par ça. Et puis après très instinctivement en fait ces 12-13 pages là elles sont sorties toutes seules. Et j'ai un lien avec le dimanche où je reprends ma date de naissance et je regarde quel jour c'est. Et puis en fait, j'écrivais en même temps que je me disais ça et je disais j'espère que je suis pas né un dimanche. Le dimanche, c'est le jour des feignants ou alors c'est le jour des grands sages, ceux qui n'ont pas à œuvrer, à prouver qu'ils acceptent le repos. Et j'avais écrit pas mal de trucs comme ça. Intéressant. Voilà. Je suis né un dimanche. Ouais, bah tu vois, j'espère que tu fais partie des sages. Les deux. Pareil, c'est les sages. Là, mais j'espère que tu sais accepter le repos, c'est un truc important. Ouais, je suis très adepte de la paresse. Donc ça va.
C'est une grande qualité, la paresse. Ouais. Je l'apprends. Ouais, faut doser, mais bon, c'est pas mal. Non, mais quand on entend le reste du récit, ça va, on peut se dire que... Ouais, le CV, les réalisations sont là pour prouver qu'il y a quand même eu du chemin parcouru. Ouais, c'est clair. Moi, je vais quand même revenir sur le projet de film, là, de fiction. C'est quelque chose qui est déjà clair dans ton esprit ou tu as l'impression que c'est encore plein de parties qui sont en mouvement? C'est assez clair. Et tu vas te lancer dessus à un moment donné ou pas? Ouais, il va falloir que je commence d'abord par des courts-métrages, parce que du coup, c'est un médium, la fiction, que je connais absolument pas. Mhm. Donc, je vais commencer par minimum 2 courts-métrages avant de pouvoir écrire vraiment le long-métrage. Ok. Ouais. Et dans ta vision, c'est quelque chose qui arrive dans quoi? 3 ans, 5 ans, plus? 10 ans. 10 ans? Ouais. Ok. Minimum. Je pense pas qu'on sera toujours en En train de monde tourner des podcasts, mais on sait jamais, peut-être. Qui sait? Bah non, les 400, on les aura fait avant. Hein. Ouais, je pense, ouais. On est déjà bientôt à 100. Les 120, non, c'était pas ça? On avait démarré cette aventure du podcast en se disant, en rigolant comme ça, où je surenchérissais dans les premiers épisodes. Hein. Je disais, De toute façon, c'est enregistré, donc tu vas pas pouvoir me la faire. Voilà. mais je me rappelle qu'à un moment, j'avais lancé le chiffre 100. On a dit, on déconne pas trop. Non, c'était pas à 100. Non, Je vais réécouter. Non, après, t'es allé archi loin. Après, je suis allé Ouais, loin. toi, Après, t'étais dans les 1000 plutôt. Et je Non, t'ai dit, ouais. calme-toi. Non, je crois pas qu'il y a eu un 1000 quand Non, même. Non, j'ai 1000 dit- c'est beaucoup. Après, je vais j'ai dit dans réécouter, les... je vous dirai. Après, 1000, ça j'ai fait dit dans 20 les ans. 400. Mais les premiers, on disait des chiffres tranquilles. Hein. Il y a peut-être même la première enchère, je pense qu'on l'a déjà dépassé. Hein. Je suis pas sûr, parce que de mémoire, vous aviez déjà enquillé pas mal de un Fancast. Oui. Donc, tu vois, le 50, ça, c'est pas quelque chose qui me paraissait... Donc, je vais vérifier quand même, parce que je vous connais, vous. toujours dans l'exagération. C'est toi qui dis ça, c'est incroyable. J'exagère, moi je dis que les choses factuelles. Just, tu disais que tu voulais commencer par 2 courts-métrages. Ouais. C'est une question, c'est par rapport au... Je vais te cueillir après ça. Il prépare sa réponse. Il est trop marrant. Ah non, mais laisse-le. Il est trop marrant. Je cogite en même temps. Là, tu dis, c'est une question de légitimité, c'est toi par rapport à toi ou par rapport à comment ça va être reçu, les demandes de financement? Quand tu dis que tu veux commencer par du court-métrage. Non, c'est pour pas me casser la gueule, en fait, pour m'exercer. Ok. Pour voir sur un format plus court, plus petit budget, plus petite équipe, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire, tout ça. Ok. La fiction, c'est un game. Ouais. Je suis allé c'était pas du tout un festival de court-métrage, c'était une conférence et puis suivi justement de 4 projets de réal qui avaient fait des courts-métrages. Je trouve que c'est une science incroyable d'arriver à condenser en si peu de temps toute une histoire, tout un monde. C'est c'est assez fou d'avoir cet esprit de synthèse et en même temps de transporter en fait. Ouais. C'est vrai qu'en dehors de la technique et des questions de budget, je n'ai pas l'impression que ce soit plus facile de faire un court-métrage qu'un long-métrage. Je pense même que c'est vachement plus dur. Ouais, au niveau du condensé de l'histoire. De la réflexion que tu dois amener pour raconter une histoire en peu de temps, tu vois. Ouais. C'est ça. Et que ça ait un sens et que ça ait de l'impact. Parce que c'est sûr qu'en termes de budget, de gestion humaine, etc., ça n'a rien à voir. Ouais. Mais dans la tête... J'en avais vu un qui m'avait traumatisé. S'appelait « Je vais acheter du pain ». Je vais acheter le pain, je crois. Cherchez-le. Ouais. Je vous en dis pas plus. C'est l'histoire de pas mal de darons qu'on connaît ou rien à voir? Man, Ok. ça dure 2 minutes, je crois. Ok. Et je me suis dit, mais putain, comment tu peux transmettre tout ça en 2 minutes, en fait? Je vais acheter le pain. Ouais, je crois que je vais chercher Je le cherchais pain. le pain. Je vais acheter le pain. Un nom de... Je sais pas pourquoi j'ai cliqué sur ce truc-là. Ok. Mais ça m'avait... ça... Toi, tu cliques trop, je trouve. Hein. Ouais. Il a le clic facile. Ouais. Non, celui-là, je vous le montrerai. Il est... C'est quoi, 2 minutes, c'est ça? Bon, je peux gaspiller 2 minutes. Mettez 2 ou 3 minutes. mais grand tes max. films bizarres là qu'il faut aller voir au pâté là, je boude. Alors, je suis allé voir Le Répondeur. Non merci. C'est un très, très, très bon film. C'est vraiment un très, très bon film. Combien de temps? Non, il dure 1h40, un truc comme ça. Non, mais franchement, c'est bien. C'est bien, Serge. J'en ai vu d'autres, là, récemment, qui sont plus chez Père. Et j'ai vu Mission Impossible aussi, tu vois. Je suis large. J'ai pas encore vu. Bon. Le Répondeur, Bon, allez le bon. voir, c'est vachement bien. Et je salue Comme ça, la confiance, il n'y a même pas un pitch, rien. C'est aller le voir. Non mais Tu sais ce que j'ai kiffé? Parce que là, on parle de cinéma français, là.
c'est que l'acteur, il a livré donc l'acteur principal, je connais pas le nom, je vais vous le ressortir. En fait, quand tu vas voir un film français et qu'il y a un racisé, tu te dis que ça va être le thème du film. Tu vois le délire ? Et là, en fait, ça intervient jamais. Ça n'intervient jamais. Ni même le statut social ou quoi que ce soit. Et ça fait du bien. Ça fait du bien de voir un mec en tête d'affiche. Et l'histoire, c'est pas l'histoire de l'acteur ou ce qu'il y a derrière l'acteur ou ce qu'il est censé représenter ou incarner ou quoi que ce soit. Et il a livré une masterclass d'acting. C'est-à-dire que, vous savez, on parle souvent des acteurs studio aux États-Unis, tu vois, ceux qui se mettent dans la peau de ceci, cela. Et on est tous là à fantasmer sur le gars qui est le Rami Malek qui a imité Queen là, Freddie Mercury pendant, et c'est incroyable ce qu'il fait. Mais lui, il a fait une performance là. Donc c'est le pitch, très rapidement. C'est un imitateur qui fait une sorte de spectacle mi-stand-up, mi-imitation, et qui est dans le tout début de sa carrière. À côté de ça, il est dans une sorte de call center auquel il parle toute la journée avec des prospects. Et il y a un écrivain qui vient le voir parce que cet écrivain-là, il est submergé par son téléphone. Il n'arrive plus à se déconnecter au point que ça stoppe sa créativité. Et donc, il va lui confier son téléphone pour que l'imitateur imite sa voix et réponde aux appels et s'immisce dans sa vie et qu'il puisse répondre en fait aux gens. Voilà. Donc, c'est ça le pitch. Et de là naît une histoire qui est bien cool. Et en fait, le film, il est vraiment tenu par les deux acteurs, mais principalement par, je vais vous donner son nom, mais c'est vraiment un bon film, un vrai bon film, quoi. Ouais, moi, j'ai vraiment aimé. Bah, après, je suis facile quand même en cinéma. On avait compris, ouais. On avait compris. Non, mais je suis facile sans être facile, ouais. Non, t'es un élément important du cinéma français. Faut bien financer tous les films avec ton argent. Ouais, clairement. Ah, moi, le CNC, je suis rentable. Mais ouais, non, ça fait du bien de voir ça. Moi, c'est bien. Il faut juste que je retrouve le nom de l'acteur. Et puis comme ça, je le... Dites-le nous dans les commentaires. Et Jessica, toi qui justement est dans ce milieu domaine, est-ce que tu as des docus, des films, des choses qui t'ont marqué récemment et que tu aimerais partager avec nos auditeurs? Qu'est-ce que j'ai vu récemment? Ouais, récemment, de manière surprenante, d'ailleurs je suis un peu deg de l'avoir vu dans l'avion, j'ai vu L'amour ouf. Ah oui. Que je pensais pas que j'allais aimer, c'est pour ça que je l'ai regardé dans l'avion, mais en fait la réalisation est incroyable. J'ai kiffé aussi, ouais. Moi, pareil. Je l'avais vendu à ce micro il y a quelques mois de ça. Ouais. Mais t'es peut-être pas le seul. Ça avait été confirmé. Ah ouais, j'avais vu tellement de mauvais commentaires et tout. Ah ouais. Et ouais. Et celui-là au cinéma, ça doit, ouais. Il te prend, hein, ouais. L'image, déjà dans l'avion, c'était prenant. Je me disais, ouais, sur grand écran, ça devait être incroyable. Ouais. Salif Cissé, l'acteur du répondeur. Salif Cissé. Ok. Qui a d'autres rôles dans des validés ou je sais plus quoi, je sais plus dans quel truc il avait, où c'était Bidonos, un petit rôle, quoi. Je crois que c'est dans Validé, il fait un entraîneur de boxe. Enfin voilà. Il est où là, le réalisateur l'a mis carrément dans sa caricature du Salif Cissé. Voilà. Donc ouais, L'amour ouf, ouais. Très très bon film. Ouais, vraiment, super beau et tout. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre récemment? Il n'y a rien qui m'a marqué particulièrement récemment. Il y a un documentaire que je regarde régulièrement. Bon, il a un petit problème de négationnisme dedans. Il y a quelques propos problématiques et puis une journaliste qui est problématique dedans. Mais la réalisation est incroyable. C'est Virunga. Donc ça se passe à l'est du Congo. Et la réalisation, la trame, le storytelling est absolument incroyable. C'était produit par DiCaprio. Ouais. C'est un des premiers gros documentaires de Netflix, je me rappelle. Exact. Il m'avait choqué, ce truc-là m'avait choqué. Ouais, il est incroyable. Ouais, et je le la regarde. réal, elle est incroyable. Ouais. Et je le regarde beaucoup. Tu vois, tu me demandais comment j'apprenais. Ouais. Bah, ce documentaire, je le regarde beaucoup pour apprendre justement. Ah, voilà, c'est une masterclass. Ouais. C'est clair. Mm.
Nice. Moi, j'ai fini d'embêter Jessica, donc à vous de voir. Jessica, écoute, on arrive sur la fin de cet épisode. On a l'habitude de poser la question, est-ce que tu es en paix avec cet épisode? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais rajouter ou retirer? C'est rare, mais sens-toi libre. Surtout que ça sort dans 20 minutes, donc c'est compliqué. En tout cas, si tu veux retirer, tu me le dis tout de suite, je coupe pour faire le montage. Ouais, non, je suis en paix. Hein. Ouais, je suis en paix. Merci beaucoup. Non, merci à toi. Reçu. Merci à toi. Comment ça s'est passé malgré la préparation inexistante? Franchement, ça va. C'était comme une discussion entre potes, quoi. Donc, c'est bien ce que c'est. Ouais. Non, ça va, c'était cool. Ouais, t'es arrivé relâché, sûr de ton football. J'étais un peu stressée au début, quand même. Ouais, j'ai vu ça. Mais Ça s'est pas vu pour moi qui ne te connaissais pas. Tu voyais pas ses mains d'ici. Non, écoute, c'était un plaisir de te recevoir. Tu es ici chez toi. Maintenant, tu fais partie de cette Monday Team, comme on l'appelle. merci. Puisque tu es un des personnages de la Lune. Ça te va bien, du coup, la Monday Team. Merci pour nous avoir livré cette partie de ton parcours. Maintenant, on va pouvoir suivre attentivement, à minima jusqu'au 7 avril 2026. Ouais. Avant ça, il y aura certainement le docu. Exactement. Donc, on a laissé la référence de ton site, mais peut-être qu'on peut le rappeler ici maintenant en fin d'épisode, comme les gens, ils ont peut-être manqué de vigilance à un moment ou un autre. Ouais. Alunaya, alunaya.co. Ok, parfait. C'est la même chose sur Instagram. Ouais. Pour voir le chat. Ouais, exact. Le chat et de temps en temps des bouts du making-of du docu aussi. Ouais, oui, je poste quand même mon Quelques travail. petites choses. Ouais. Pas totalement privé. Donc, allez-y de ce pas. Et puis, profitez-en aussi pour aller sur Instagram, puisque vous y êtes. Allez sur Monday Meeting, tirez-du-bas le podcast, mais abonnez-vous, quoi. Abonnez-vous, tout simplement. Abonnez-vous sur cette plateforme de podcast depuis laquelle vous nous écoutez. N'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire et puis un avis de 5 étoiles. En dessous, passez votre chemin. Pas de souci. Sinon, je vous retrouve. Et puis c'était toujours un plaisir et puis très heureux de pouvoir redémarrer aussi avec des invités. Donc merci vraiment pour ta présence, Jessica. Tu vas encore avoir ce super rôle de DJ parce que pour l'instant tu as fait un 20 sur 20. Donc est-ce qu'on va compléter avec un 30 sur 30? Ouais, finissons avec Feeling Good de Nina Simone. Classique, je me suis pas trop mouillé. Ouais, t'as pas pris de risque, mais... on accepte. Ouais. Le jeu est bon. Quand c'est comme ça, on peut pas refuser. Merci beaucoup, Jessica. Ça m'a fait plaisir de te voir, d'échanger avec toi et puis de suivre ton évolution, de découvrir quelques petites choses dans ton parcours. Je répète, n'oublie pas de demander à ChatGPT de rajouter la chambre d'amis. Ça marche. Merci beaucoup, Serge. Les amis, on est sûrement amenés à se revoir. Et d'ici là, prenez soin de vous. Peace. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, ooh, ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all have